Bienvenue chez Berlin et toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. J'ai appuyé sur un nom. Damien Poinsart. Oui. Bienvenue. Merci, bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup. Et alors, épisode un peu spécial. J'ai réfléchi la dernière fois sur comment le présenter. Mais en fait, c'est un des épisodes dans la série des Berlinks. Ouais. Étant donné que tu nous fais l'honneur et la joie de participer. Oui. Au mois de juillet, oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc là, on enregistre, on est encore en mai. Comme ça, les gens qui nous écoutent, qui ont envie de rencontrer Damien à notre événement pourront venir. Et en fait, on va parler de, évidemment... Alors, c'est plaisant et tellement irritant parce qu'il y a un nombre de choses sur toi. Alors, j'ai fait des petits focus sur quelques traits à tirer. Et de toute façon, comme d'habitude, le but, c'est d'avoir un portrait dans une discussion un peu large et en fait d'ouvrir le plus de sujets possible. Ok, donc je peux aborder des sujets... Tout ce que tu veux. Donc ce n'est pas l'autobiographie ou la biographie complète, mais c'est ouvrir plein de points. Et on va notamment parler de théâtre, on va parler de monter des projets, les suivre, travail de groupe, l'expression, les mots, enfin, il va y avoir plein de choses. Et je te propose, cher Damien, pour commencer, de te présenter. Oui, alors je me présente succinctement. Je m'appelle donc Damien Poinsart, j'ai 49 ans. Je suis actuellement chef d'entreprise à Berlin depuis une dizaine d'années. J'ai eu un parcours qui est très compliqué, très varié, très hétéroclite. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ça se rassemble autour du théâtre, de la découverte des autres, s'occuper de soi, s'occuper des autres, être un peu à l'écoute, voilà, un peu de cuisine. Bon, si on peut résumer comme ça. Voilà, ça va ? C'était succinct ? Il y a déjà tellement de choses. Mais on ira dans le détail, j'ai l'impression. Après, oui, je pense aussi, ouais. 49 ans, c'est important. Ouais, il y a pas longtemps, je l'ai raconté là aussi, mais j'ai vu, je sais pas si tu vois ce film Les Beaux Gosses c'est qui bon, vous retrouverez, et donc c'est un film sur les ados. Et c'est un film de deux ados qui sont en troisième et qui font des conneries et on les montre, on les voit et on voit comment on s'attache à eux. Et en fait, j'ai l'impression d'être encore en troisième. J'ai encore j'ai encore le cerveau qui est là-bas, quoi. Ça me paraissait tellement proche de moi, en fait, de voir ces deux gamins. Donc 49 ans, ouais, parce que tu as vécu des choses, mais d'un autre côté, tu vois, dans ta tête... c'est encore pareil, quoi. Enfin, c'est bien, ouais. Les choses, elles sont là, elles sont pas là. Et la cinquantaine, tu la vois arriver serein ou ça te pose des questions ou... Non, ça va. Ça va ? Ouais, il y a eu 20. Ça va de mieux en mieux, hein. En fait, plus tu prends de l'âge, mieux c'est, hein. C'est rassurant. Tu t'apaises. Non, mais c'est vrai. Le corps, t'as pas le corps de 20 ans. C'est juste le corps qui change. Mais autrement, c'est plutôt mieux. Ouais. Ouais. Vraiment ? Ouais. Je suis excitée alors. Tu verras. T'as dit 10 ans de Berlin. Ouais. C'est ça, non ? Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans à peu près 10 ans, ouais, que 9 ans et demi que je suis à la tête de cette entreprise là. Mais je suis arrivé à Berlin en 2009. Oh, donc encore plus longtemps. Ouais. C'était prévu ? Non, c'était pas prévu. On voulait quitter Paris et on cherchait. C'était Barcelone ou Berlin. C'est tombé sur Berlin à cause de des circonstances qui font que on est arrivé à Berlin. Et je regrette pas. C'est bien.
Voilà, on ne sait plus, on est resté là, une vie ici, quoi, ouais. Presque 15 ans, là, ouais, ça va faire... Ouais, Donc, t'es presque pas venu tout seul. Non, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec mon copain de l'époque, qui est maintenant mon mari. Et on est venu un peu à l'aventure quand même. Hein. Tu m'étonnes. Je pense que c'était plus facile en 2009 que maintenant. On est venu un peu à l'aventure. Moi, je suis venu, je voulais arrêter le théâtre. Donc, je faisais beaucoup de théâtre à Paris. Et l'idée, c'était vraiment d'arrêter ce bazar et de faire autre chose. Donc, je suis venu pour faire un café. Je suis venu faire un bar à Berlin. Donc, j'ai cherché. Je me suis associé avec une fille, une franco-américaine. Et voilà, et j'ai tenu un bar avec elle pendant 2 ans. Ok. Voilà. Incroyable. Le Heroes à Berlin. Voilà, c'était un bar francophone, franco-américain, qui était assez... voilà, c'était sympa. T'as réussi à pas faire de théâtre, pas faire de stand-up, Non, j'ai fait du théâtre. Mais au bout de 6 mois, évidemment, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vu une petite annonce, je suis allé jouer une pièce pour un festival francophone. Après, il y avait une association de théâtre francophone, j'ai investi dedans. Voilà, j'ai continué à faire du théâtre, évidemment. Non, mais c'était... Voilà, logique, quoi. Et à la base, t'es né où? Alors, je suis né à Dole, dans le Jura. Euh, voilà, j'ai habité en Franche-Comté pendant toute mon enfance, sauf une période de 2 ans où mes parents sont partis habiter à Djibouti en Afrique. Et j'habitais donc là-bas entre 1 an et 3 ans, 3 ans et demi. Voilà. Mon père était Incroyable. militaire. Ouais. T'as des souvenirs? Non, j'ai pas de souvenirs, j'ai des photos, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs, mais j'ai pas d'images. En revanche, j'ai des odeurs. Et des fois, ça me saute, ça me saute au nez, quoi, des odeurs ouais, de cuisine ou des parfums, des sueurs, ouais, qui sont encore là. Et je suis allé en Afrique en 2013, je suis allé au Burkina Faso, et, euh, et quand je suis descendu de l'avion, mais vraiment, c'est véridique, j'ai respiré, j'ai dit, mais je connais en fait, je connais. J'avais l'impression d'être dans un milieu que je connaissais. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Souvenirs. Incroyable. Les souvenirs du corps, les souvenirs de la mémoire, ouais, plutôt que les souvenirs des images. Ouais. Et Djibouti, t'y es pas retourné du coup? Djibouti, je ne suis pas retourné. Bah, c'est compliqué, Djibouti. Hein. C'est une base militaire. Ouais, c'est pas vraiment un lieu touristique. Enfin, il y a des gens qui vont, mais bon. J'ai demandé à mon père s'il voulait y aller, y retourner avec lui. Il m'a dit non, moi je ne retournerai pas là-bas, c'est bon. Enfin, c'était aussi un passé, enfin voilà, c'est compliqué. Et puis j'ai pas eu l'occasion. Ouais, peut-être j'irai un jour, je sais pas. Comment on dit? Je crois qu'on dit Dieu est grand, le monde est grand. Le monde est grand. Et lui Dieu aussi. Euh, Pardon, je dis ça parce qu'en fait, j'étais au Maroc avec une copine récemment Ouais. et en fait, ils disent tout le temps Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Et donc, si Dieu le veut, Si Dieu le veut, on verra. voilà le petit, Ouais, c'est ça. Ouais. le petit croisement. T'as été à l'université de Franche-Comté. Je suis allé à l'université de Franche-Comté. C'était une belle catastrophe. J'ai pas trop adhéré j'adhère pas trop au système universitaire, scolaire. C'est compliqué pour moi. Je suis un peu un rebelle dans ce sens-là. Ouais. Donc à l'époque, il y avait des DUG. J'ai fait un DUG psycho-philo. Voilà. C'était très intéressant. Voilà. Après, j'ai fait une licence de psychologie que j'ai arrêtée parce que je faisais du théâtre, en fait. Voilà, parce que je faisais autre chose. Parce que je me sentais pas du tout en harmonie avec les gens qui étaient avec moi. C'était, pour moi, j'ai l'impression que c'était très intéressant. C'était follement intéressant. J'ai appris beaucoup. Je me suis pas ennuyé une seconde. Mais bon, je me voyais pas psychologue, quoi. Enfin, je me voyais pas continuer. C'était dur, je sais pas, fallait apprendre des trucs par cœur et tout le monde trichait tout le temps et moi j'aimais pas tricher, donc, enfin, ouais, c'était pas pour moi, quoi. J'ai une copine qui a des études de psycho et Ouais. apparemment, en plus, t'apprends un peu tout et son contraire dans les différentes théories de chaque psychologue.
Donc, visiblement, ça a l'air quand même assez complexe. Bah, en fait, c'est une discipline qui est très scientifique. On a l'impression que non, mais en fait, oui, tu as beaucoup de maths, beaucoup de statistiques, beaucoup de biologie. Bon, ça va, moi j'étais plutôt à l'aise là-dedans, mais voilà. Et ça évolue beaucoup. Et maintenant, quand je vois quand je relis les bouquins, les cours que j'ai l'impression que les choses ont vraiment, en neurosciences, ça a complètement bougé. C'est plus ce que c'était dans les années 90 là. Voilà quoi. Bon, t'as les bases toujours. Mais t'as toujours eu cette appétence pour le théâtre. Et j'ai eu cette appétence pour le théâtre, à partir de la terminale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je faisais un exposé sur... le storytelling. Donc, je faisais un exposé sur une armée napoléonienne qui traversait les Alpes. Et il y avait un nombre de soldats, c'était 308 000 soldats qui traversaient les Alpes. Et j'étais devant la classe et je n'arrivais pas à dire ce chiffre. Je n'arrivais pas à dire 308 000 soldats. C'était écrit, Et je suis sorti de cet exposé un peu traumatisé en me disant ça va pas du tout, Damien, fais quelque chose pour ta vie. Et donc j'ai pris des cours de théâtre, donc tard, hein. C'est drôle. Et voilà, donc voilà, dans mon village j'ai eu des cours de théâtre, je suis allé prendre des cours de théâtre. Et puis en fait j'ai kiffé quoi. Enfin c'était je m'y retrouvais, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, le rapport avec le public, l'engagement, le fait d'apprendre des textes, de découvrir, d'être avec les autres, de se motiver, de soutenir. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, c'est quelque chose qu'on fait vraiment en interaction, on tisse des choses. Et puis c'est des projets qui sont finis. Et ça me plaisait beaucoup, c'est-à-dire que tu voyais la fin du projet. C'est-à-dire le théâtre, tu apprends une pièce, tu joues, puis après c'est fini. Après les gens... tu peux les revoir ou tu peux ne plus jamais les revoir, c'est pas grave. Donc cette espèce de temps clos me convient encore. Je trouve que c'est intéressant et ça me convient vraiment. Ouais. Et du coup, c'est après ces cours de théâtre en terminale que tu t'es dit... Enfin, non, parce que du coup, tu as fait les études de psychologie. Donc, après, il fallait pas faire du théâtre. C'était pas possible parce que c'est pas assez sérieux. Mais bon, j'étais à la fac à Besançon et puis en même temps j'ai fait des cours de théâtre dans tous les sens, partout. Voilà. Donc, j'ai pas fait d'école particulière, mais j'ai fait énormément de cours vraiment dans tous les sens. Puis j'ai joué, tout de suite quoi. Et c'était le principe du chapeau à l'époque, où il y avait un moment où tu as pu gagner de l'argent et tu t'es dit ok, en fait je me lance là-dedans, ou quel a été ton déclic en fait ? J'ai pas gagné à Besançon, non, il y avait une compagnie. Non, je gagnais pas d'argent avec ça. Je pense que c'était à Paris. J'ai travaillé 2 ans en tant que prof de théâtre dans les écoles. Je travaillais avec les enfants pour aider sur le programme scolaire. Donc on faisait de la grammaire par le théâtre, par exemple. Oh wow. À Paris, là. Et alors j'ai commencé à gagner ma vie avec le théâtre. Je faisais du théâtre toute la journée avec des gamins. Donc, avec les petits, je me déguisais, je racontais des histoires. Et puis, avec les grands, c'était plus sur la création de spectacles, le programme scolaire. Tout passait par le corps, quoi. Ouais. Et c'était comment de découvrir Paris ? Je connaissais bien parce que j'ai une grand-mère qui habitait à Paris. Une grand-mère parisienne, ça arrive. Et donc, en fait, je suis allé très tôt à Paris. Je sais pas, peut-être 10, 12 ans. J'allais à Paris tout seul en train. J'allais à Paris, je me faisais récupérer par ma grand-mère à la gare, à la gare de Lyon. Puis Paris, c'était pas étranger, Donc, à Paris, j'étais déjà en terrain connu, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu des cours de théâtre dans mon collège, école primaire. Ouais. Et je trouve que c'est incroyable tout ce que ça nous a amené. À Paris aussi ? Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est génial d'inclure ça pour les jeunes, en plus. Ouais. Je pense, en fait, qu'on a besoin de ça dans l'école, quoi. Qu'on a besoin de sortir un petit peu et d'amener d'autres... d'apprendre autrement, d'une autre manière, en essayant de faire des projets qui ne soient pas des projets scolaires.
le théâtre en fait partie, la musique en fait partie, les projets collaboratifs en font partie aussi, mais ouais. Utiliser son corps, ne pas avoir peur, se toucher, s'écouter, faire ensemble, accepter ce que dit l'autre, et se mettre d'accord. Tout ça, c'est le théâtre. Hein. Mm. Tu disais que tu étais professeur dans les écoles, mais aussi comédien, c'est ça? Mais aussi comédien, ouais. Ouais, bon, on a fait. Ben ouais, à Paris, j'ai rencontré Guido Reyna, bonjour Guido, et Sophie Coste, et on a fait ensemble une compagnie de théâtre d'appartement. Et on a joué. C'est quoi, On une a compagnie joué de dans théâtre? les. Enfin, c'était notre boulot quand on jouait dans les appartements. Vide? Donc on a. Non, non, c'était des gens qui nous engageaient pour jouer chez eux. Donc on jouait des pièces chez eux. On est chez eux, on Avec jouait du des pièces. public? Bah oui, ils invitaient des copains, des amis pour un Incroyable. anniversaire, pour une fête. Voilà. Mais tu sais que récemment, d'ailleurs, je suis sur Instagram une danseuse de ballet Ouais. qui s'appelle Adèle, je sais plus quoi, pardon, je sais plus son nom de famille. Et en fait, elle est à l'Opéra de Paris Ouais. et elle avait été engagée par une boutique une bijouterie pour présenter les bijoux, mais sous forme de danse. Ok. Et j'avais trouvé ça hyper sensible et intelligent comme manière de faire. Et du coup, je trouve ça génial, ce théâtre en appartement, c'est incroyable. Ouais, mais ça existe. Hein. Enfin, c'est je sais pas, c'est une tradition, mais oui, c'est quelque chose. C'est pas. Ouais, c'est pas fou, quoi. Ouais. Mais comme on va le voir, tu as quand même monté un certain nombre de projets assez hallucinants. Ouais. Et Je sais pas si c'est hallucinant, mais oui. non, mais Ouais. on sent que tu as eu. Tu vois, il y a des gens qui font des choses tout seuls. Toi, j'ai l'impression, en tout cas, tu as toujours eu l'envie de le faire avec d'autres personnes et que ce soit construit d'une certaine façon. Enfin, c'était pas juste on fait une rave un coup et puis tu vois. Ouais. Non? Ouais, si. Ouais, peut-être. Ouais. Parce que Des du coup, relations. votre troupe de théâtre d'appartement, j'adore. Comment vous. Parce qu'à chaque fois, on va revenir aussi, mais j'ai l'impression que tu écris aussi des chartes. Enfin, vous mettez d'accord sur un certain nombre de points, sur qu'est-ce qu'on a envie de transmettre au travers de cette compagnie, par exemple. Comment est-ce que. Là, la compagnie, elle s'appelait Isn't It à la française. La compagnie, non, on n'a pas écrit de charte, mais en revanche, ouais, on s'est rencontrés sur un spectacle, on a fait un spectacle ensemble, on s'est rencontrés là et on a décidé de faire un spectacle. Donc voilà, tu fais scission, tu fais un spectacle, ça se passe tout le temps hein, dans les compagnies de théâtre. On a monté Boris Vian, je crois, c'était oui, les bâtisseurs d'Empire de Boris Vian. Et en fait, naît une énergie ensemble, naît quelque chose, et tu te dis, bon, bah, je continue. Voilà, je me sens bien avec ces gens, et puis je continue à créer des projets. Donc, on a fait une autre pièce, et puis une autre pièce, et puis on a eu l'occasion de jouer chez quelqu'un, on l'a fait. Et puis on avait une pièce qui c'était Le Petit Chaperon Rouge. Donc on avait Le Petit Chaperon Rouge, le texte qui fait 12 lignes. Hein, voilà, c'était pas une grosse histoire, mais on en faisait un spectacle de, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes. Et on a les joué dans la chambre, quoi. Parce que Le Petit Chaperon Rouge, la grand-mère, elle est dans le lit, voilà. Donc on allait jouer. Enfin, je me souviens, on a joué chez une gamine, elle avait invité ses copines. On était dans sa chambre. Littéralement. Et les gens sont réceptifs? Ah mais oui, c'est à fond. Puis t'intègres, tu vois, il y a un anniversaire, donc t'intègres un gâteau d'anniversaire, il y a, voilà, tu vis, et les gens réagissent, ils sont chez eux, ils sont pas au théâtre, il n'y a plus les règles du théâtre, comment ça s'appelle, les conventions. Donc ils sont chez eux, tu vois, ils se déplacent pour, je sais pas, que se servir un verre, tout ça. Donc ils t'interpellent, il y a toute une autre ambiance et toi tu es obligé de t'adapter en fait, tu peux pas dérouler ton spectacle, tu es obligé de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Comment tu trouves les premiers? Enfin, vous aviez tout de suite l'idée de jouer chez les gens ou c'est quelqu'un qui vous a proposé, vous êtes dit on peut s'en servir? Je crois qu'on avait fait une fois un spectacle chez Guido parce qu'il fallait qu'on montre, je sais plus exactement. Je sais pas comment ça a commencé, quoi. Mais... Enfin, en tout cas, au bout d'un moment, vous vous retrouvez chez des gens que vous connaissez pas du tout. Ah ouais. Et alors, comment ça se...
passe? Vous mettez des règles, vous en discutez avec eux? Ouais, Ou les gens sont très libres? on discute, voilà, comment ça se passe et tout. Pourquoi vous faites cet événement? Et il y a toujours une raison très, très précise, soit parce qu'il y a quelqu'un d'handicapé, soit parce qu'il y a ci, soit parce que... Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, on a envie, ou c'est... Voilà, on a fait un enterrement de vie jeune fille. C'était... Ouais, voilà. On a joué le Kama Sutra, vraiment. C'était... Mais, ouais, voilà, c'est marrant. C'est des expériences, c'est des choses, ouais, sur le moment. Maintenant, je sais pas si à raconter, c'est très... ouais, ouais, voilà. Bah, si, moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus, nous, on est. Nous, pardon, ceux qui ont la moitié de ton âge, on est dans une génération qui a. Enfin, on grandit avec Internet et tout. Et si tu veux, ce qu'on nous vend le plus aujourd'hui, c'est plutôt la réalité virtuelle dans ton salon, Oui, plus que inviter des gens que vous connaissez pas Oui. dans ton living room pour faire une pièce de théâtre. Donc, je trouve que c'est assez génial parce que tu m'aurais pas raconté, je serais pas venue à l'idée, par exemple. Enfin, c'est pour ça, donc même si vous le faites peut-être plus aujourd'hui. pauvre, ouais. Je vous plains, génération Internet. Vraiment, non, mais moi, je pense qu'Internet, ça va être une parenthèse, hein, et que les téléphones et tout Moi ça, aussi. que ça va s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas les matériaux, parce qu'un un jour, on va se dire, non, mais on arrête ces conneries, quoi. Et puis Pour je la trouve. planète. Ouais. Et qu'il y a quand même des gamins, enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais qui ont vécu que ça. Et qui n'ont pas vécu sans téléphone, quoi. Et ça va être dur. Enfin, ouais, ça va être dur, hein, je crois. Moi, je suis née en 97, donc je suis pile, Ouais, si tu veux, l'année où on a eu sans et avec. ok. On est vraiment pile entre deux parce que c'était encore l'époque où les parents étaient eux-mêmes n'avaient pas forcément de téléphone Ouais. portable. Et du coup, ils en achetaient pas pour les enfants. Mais pour autant, tu vois, ce qu'on te raconte de avant, de ce qui se passait quand tu n'avais pas de téléphone, les bouches à oreille ou les gens qui se refilaient des événements, ce genre de choses, ça on connaît pas parce que tu as tout de suite en ligne. Ouais. Tu peux te connecter très vite les uns aux autres et tout. Mais je trouve ça assez génial. Et en plus, je trouve que l'une des forces de Berlin, c'est qu'il y a cette proposition de on propose des trucs un peu chelous. Et en fait, les gens Ouais. prennent ou pas, quoi. Je sais Ouais. pas comment dire, c'est très peu conventionnel, je trouve. J'étais à Schönberg et il y avait une boutique. Et en fait, ils avaient vidé la boutique, visiblement. Il y avait une performance, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, Ouais. avec des gens en train de se vernir les ongles, quelqu'un qui jouait de la musique. Enfin, c'était hyper space, quoi. Et voilà, c'était un dimanche normal à Berlin, quoi. Une performance. Ouais, c'est Berlin. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Et c'est comme les raves ou ce genre de trucs. T'as beau te donner les contacts en utilisant Internet, quand t'es sur place, c'est connu que tu n'utilises pas ton téléphone, tu racontes pas en ligne ce qui est en train de se passer et tout. Donc je suis encore optimiste là-dessus. Pendant le Covid, ma sœur, elle faisait des balles qui étaient interdits. C'était marrant. En Bretagne. Je sais pas s'ils partageaient l'information sur les réseaux. Je pense, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais. C'était plutôt interdit. Donc, Et je trouve que les gens ont faim en fait encore de ça. Et le fait d'en parler, ça donne en fait des idées pour autre chose du coup. Tout à fait, ouais. Donc vous aviez une troupe qui jouait en appartement. C'est trop bien. C'est trop cool. Qu'est-ce que t'en as appris le plus de ces expériences? Parce qu'en effet, je n'avais pas pensé au fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en situation de pouvoir se déplacer. Ce qui fait que vous amenez le théâtre du coup dans l'endroit, si je comprends bien. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Qu'est-ce que j'en ai appris de ça? J'en ai appris que pour apprendre, il faut jouer, en fait. Il faut jouer. Enfin, là, pour apprendre à faire du théâtre, t'as beau faire des cours et Moi, je vois maintenant les gamins là, qui sortent des cours Florent, tout ça, là, mais ouais, non, mais c'est bien, ils ont appris des cours, ils ont appris plein de choses, mais ils n'ont pas joué, quoi. Tu vois qu'il manque, il manque de la scène, il manque du public, il manque, vas-y, joue. Voilà, fais-toi à la main, quoi. Fais-toi ton expérience, plante-toi. Avance dans le faire, dans la confrontation aux choses, quoi. Et c'est là que tu apprends. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, là. Beaucoup, ouais. Et c'est... Vas-y. Non, je sais pas.
Oui. Je voulais te demander à quel moment vous aviez décidé de partir de Paris, mais vous aviez eu d'autres expériences du coup avec ce groupe de personnes où ça a attiré d'autres choses au bout d'un moment? Avec Guido, un jour, on a dit bon, allez, on est chaud, on est prêt, on va donner un cours. Donc, on s'est préparé, on a donné un cours de théâtre. Il y avait 7 personnes. Alors, je sais pas quand c'était, je vais dire, j'en sais rien. Des jeunes, des vieux? C'était des gens de partout, des gens qui se connaissaient pas. Ils étaient 7. Et on a fait une pièce de théâtre. Je me souviens pas ce qu'on a fait la première année, mais ces personnes sont revenues la deuxième année. Et donc on s'est dit on a peut-être qu'on a bien fait, peut-être qu'on a fait les choses correctement. Voilà, donc ça a continué. Donc on a eu un cours, 2 cours, 3 cours dans la compagnie, voilà. Et donc on faisait toujours, on avait une patte Isn't It. Voilà, c'était un truc. D'ailleurs, la compagnie Isn't It existe encore par Guido à Paris. Il y a toujours, cette espèce de d'âme. Et ce que je raconte toujours, c'est que ces 7 personnes, aujourd'hui, elles se connaissent encore, elles se voient encore. Incroyable. C'est devenu une bande de copains. Il y a quelque chose qui est resté. Et le théâtre, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à rencontrer des gens. Et c'est des rencontres de qualité. C'est pas des collègues, c'est des gens avec qui tu partages pas forcément la même façon de vivre ou le même métier ou le même milieu social. Et tu te rends compte et tu te serais pas rencontré ailleurs parce que finalement la société elle est très cloisonnée. Et tu as un projet ensemble, un projet qui est tellement fort que tu tisses des relations qui sont fortes et qui durent et qui perdurent. Et ça aussi, c'est le théâtre. Enfin, c'est le théâtre, c'est les projets artistiques, et c'est fou. C'est fou parce qu'il n'y a pas beaucoup, finalement, il n'y a pas beaucoup d'occasions dans la société où il y a ça qui arrive. Enfin, même, tu vas faire un cours de yoga, je sais pas si tu as la même interaction entre les gens. Parce que, oui. Ouais, généralement, t'en as un peu même. T'en as un peu, ouais, peut-être. Enfin, parce que tu suis un prof ou un truc comme ça, Ouais. t'es pas les uns en face des autres, ou un truc comme ça, quoi. T'es pas en train de te toucher, d'avoir des émotions ensemble. Ouais. C'est ouf parce que tu vois, en commençant ce podcast, je pensais pas que j'aurais autant de gens qui me parlent du théâtre. Et je trouve ça assez. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient dans mes connaissances, amis. Enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu des gens qui me racontaient qu'ils avaient un loisir théâtre à côté. Mais je trouve que ces derniers temps, et souvent c'est des gens qui ont commencé avec le Covid ou juste après. Ah ouais. Ouais. Bon, à part toi. Pour le coup. Mais... Ouais. Ouais, il y a besoin. Hein. Et le Covid, il a fait du mal là, au groupe de théâtre. Hein. C'est clair. Hein. La société, elle a demandé une distanciation. Elle a dit arrêtez de vous toucher, arrêtez de vous regarder, arrêtez. Et aujourd'hui, là, tu fais un cours, tu demandes aux gens de se toucher. Enfin, tu prends des précautions, quoi. C'est compliqué, quoi. On demande, hein, est-ce que je peux te toucher pour corriger ta posture? Tu te demandes. Enfin, il y a 5 ans, tu ne demandais pas, quoi. Ouais, ça faisait partie du truc. Ça faisait partie du truc, quoi. C'était une convention, ouais. T'es dans un cours de théâtre, il y a ça qui se passe. Aujourd'hui, non, on se touche plus, quoi. Mais en plus, cette question du toucher, je trouve qu'elle est hyper importante parce qu'il y a plusieurs années, j'ai fait plusieurs mois de Jiu-Jitsu. Ouais, alors c'est quoi? Rappelle-moi ce que c'est. C'est un sport de combat brésilien. Ok. Et en fait, c'est pas tant que tu te tapes, mais c'est du corps à corps. Ok. Et c'est plutôt t'apprends à maîtriser l'autre, ok. on va dire. Et en fait, tu le mets dans des positions où tu peux par exemple le faire suffoquer, ou tu vois, c'est comme ça que tu te libères. Et en fait, c'est une des techniques de défense que tu peux apprendre. C'est pas vraiment une technique d'attaque, c'est vraiment de la défense. Ok. Et la première fois que je me suis retrouvée dans ce cours, alors là, c'est du contact physique proche, tu vois. Ouais. Puis c'est du sport, donc en plus tu sues, et en plus tu te retrouves avec des gens de plein de tailles différentes et tout. Avec des forces différentes, ouais. Exactement. Et il faut que tu te défendes, donc tu mets tout ce que t'as. Et ça a été un truc hyper déclencheur, je trouve, dans ma vie, de prendre conscience d'abord de la force que j'ai. Ouais. Parce qu'en fait, si t'es pas confronté à quelqu'un, c'est pas tous les jours où tu commences à te taper avec quelqu'un dans la rue, quoi. Donc tu te rends pas compte où est ta limite.
Donc il y a ça, et puis ensuite se rendre compte que la première fois où quelqu'un t'agrippe le bras ou quoi, ça te fait réagir, et en fait, tu t'habitues à se toucher là aussi, et tu le maîtrises du coup. Et c'est pour ça, moi, je trouve toutes mes... J'en parle notamment à mes amies femmes, dans le sens où si tu rentres le soir... Vraiment, je connais pas de femme sereine qui rentre le soir chez elle. Malheureusement, ouais. Et du coup, cette idée de si tu t'es déjà habitué à ces formes de différents touchés, si tu as conscience de la force que tu as, si en plus tu as appris 2-3 techniques, c'est incroyable ce que ça joue sur ta confiance en toi. C'est ça. Mais du coup, j'imagine que le théâtre a aussi ce côté de... tu rentres en contact avec les autres, quoi. Tu te découvres aussi, peut-être. Tu prends, et tu gagnes confiance et tu parles de ça. Et c'est pas tabou. Et tu parles que de ça. Moi, je fais aujourd'hui donc, des ateliers avec des ados. Donc, dans le cadre de mon travail, je suis amené à faire des ateliers théâtre pour l'apprentissage des langues à travers le théâtre. Donc, j'ai régulièrement des ados en face de moi, un groupe d'une quinzaine d'ados qui n'ont pas envie d'être là parce que ça fait partie de leur cursus et avec qui je fais le théâtre. Et je leur dis, on va apprendre à être beau, grand et fort. Grande, belle et forte. C'est ça. On va passer un quart d'heure à faire ça. Donc, ils te regardent. Et en fait, donc on apprend à prendre confiance en soi, à poser ses pieds par terre, à être au loin, à faire un geste précis, à s'arrêter précisément, à avoir conscience de soi, conscience des autres, être à l'écoute, s'arrêter ensemble, repartir ensemble, être sûr de soi. Et ça paye. Pourquoi ça paye ? Parce que c'est la première fois dans leur scolarité qu'on leur demande de travailler là-dessus. Et ils repartent après, ils te demandent quand tu reviens. Oui, c'est clair. Tu leur dis, on travaille l'énergie, on travaille votre énergie. On va travailler la concentration. On va travailler la créativité, la rapidité, la créativité dans la rapidité. Mais on ne fait pas ça à l'école. C'est catastrophique. Alors que c'est la première chose qu'on devrait apprendre à des gamins. Voilà. Tu vois comment, en plus, l'évolution de l'intelligence artificielle et tout, dans le sens de... On remarque aussi que avant, quand tu savais plein de trucs ou que tu pouvais chercher des données, tu sais, il y avait différents rôles. Mais là, plus ça va aller, on voit que... Je trouve que ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est comment tu t'exprimes, comment tu vas au contact des autres, comment tu rassembles des personnes. Et je pense que plus ça va aller, plus... Plus on a besoin de théâtre, ouais, bien sûr. L'intelligence artificielle, je sais pas quoi. Pour moi, c'est un truc. Je sais pas. Je pense profondément qu'on est des petits microbes là aujourd'hui en 2023 et qu'on commence à peine à percevoir que l'homme, il est capable de grande concentration, il est capable de méditer, de se soigner par la respiration, de prendre conscience de soi, d'avoir des interactions, des intuitions, de l'intelligence collective, tout ça. Et que tout ce petit monde-là, toutes ces choses, on active là, les cellules alpha, là, quand on fait du yoga, tu vois, quand tu fais de la méditation, tu actives dans ton cerveau des neurones, des cellules qui font que tu accèdes à une autre dimension spatio-temporelle. Je suis pas très chakra New Wave d'habitude, mais là, c'est voilà. Et je pense qu'on est au début de ça, que tout ça va être théorisé. On va trouver des façons d'apprendre, des façons de faire, qu'on est vraiment aux prémices de ça, et que dans 100 ans, 200 ans, en fait, ça va nous sembler très logique, tout ça. Le fait de, nous, en tant qu'êtres humains, se projeter avec les autres sur d'autres dimensions, qui sont les dimensions corporelles et des ondes alpha. Et à côté de ça, tu as l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ordinateur. Hein. Quand il n'y aura plus d'ordinateur, il n'y aura plus d'intelligence artificielle. Donc c'est cool, hein, mais il faut des métaux. Hein. Il faut des métaux pour fabriquer des ordinateurs. Donc il y a aussi un truc on a l'impression que c'est infini, mais ça l'est pas du tout. Il y a déjà la limite de ce truc.
je sais pas trop quoi penser. J'ai l'impression vraiment que faut pas oublier l'homme là-dedans et que ouais, je sais pas, j'y crois, hein, ça va nous faire des belles images et tout. Bien sûr, hein, tu vas dire à un ordinateur, vas-y, trouve-moi un cours pour apprendre le chinois en 3 mois, et puis programme-moi un voyage en Chine, un correspondant, machin, il va le faire, on va y arriver. Mais, mais derrière, il y a autre chose, il faudrait apprendre autre chose, et on va apprendre autre chose, voilà, on n'est même pas conscient, je pense. C'est pour ça, parce qu'en fait, c'est dans les conversations que j'ai eues avec Wolfgang et Héloïse, notamment, que je salue, c'était d'un côté la question de qu'est-ce qu'on fait du coup des entreprises et qu'est-ce qu'on fait de l'école, justement. Parce que si les savoirs, tu peux les puiser ailleurs, même si, comme tu dis, il y a quand même une certaine limitation de ressources auxquelles on va être confronté, mais cette idée de ces moments où on te demandait juste d'exécuter quelque chose comme raison de venir ou de rencontrer d'autres personnes sera peut-être plus aussi pertinent. Mais non, parce que le savoir... Là, j'ai eu un piano à Noël. Ah. Donc, j'apprends le piano. Et tu vois qu'il faut bosser, quoi. Enfin, il n'y a pas, quoi. Oui, il faut que tu pratiques quand même. Il faut que tu pratiques, sinon ça rentre pas, en fait. Il faut y aller, quoi. Il faut rentrer dans l'instrument, il faut pratiquer, il faut y passer des heures, il faut pas y arriver, il faut déclencher des étapes, déclencher des habitudes. Et ça, c'est pas l'intelligence artificielle, parce que c'est toi qui es tout seul devant ton instrument. Et l'apprentissage, il est là. Et il est dans la pratique, dans le faire, comme tout à l'heure, là. En fait, ouais, tu as vraiment ça. Et l'intelligence artificielle ne fera pas ça, elle n'apprendra pas le piano à ta place. Elle va te jouer un morceau de piano, certes, mais elle ne pourra pas jouer à ta place. Toi, tes doigts, tes habitudes, les enchaînements, enfin, les accords et tout, faut les apprendre, quoi. Enfin, faut les pratiquer. C'est aussi ce truc de temps incompressible. Quand tu as envie de faire certaines choses, tu as un temps incompressible qui est d'apprentissage ou de quoi que ce soit, et tu es obligé de le faire. Tu ne peux pas couper. C'est comme la cuisine. Tu es obligé de passer par un certain nombre d'étapes où tu apprends les gestes, où tu apprends les textures, les saveurs, les cuissons. Et puis après, tu peux le faire. Et c'est pas parce que c'est écrit les heures à chaque fois ou les temps. Ah oui, dans les recettes de cuisine. Tu vois, ah ouais. Moi, je ne suis pas les recettes de cuisine. Je m'inspire des recettes de cuisine. Je m'en inspire. Alors, j'étais avec mon copain qui est allemand. Ouais. Et je lui fais, tu veux que je fasse des pâtes? Et je lui dis, t'as faim comment? Et il me fait, en grammes? Et j'étais là, non, vraiment pas, non. Plutôt sucré, salé. Tu te mets une poignée ou des poignées, tu vois, donc c'est pas... Ouais, je suis d'accord. Attends, revenons à Paris, du coup. Oh là là, oui, ok. Quand on recap, du coup, à ce moment-là, si je comprends bien, t'as tes activités en tant que comédien, tes activités dans cette troupe, et tes activités de professeur dans les écoles. Ouais, j'ai fait ça un temps. J'ai fait d'autres métiers à Paris pour gagner ma vie parce que voilà, je gagnais pas trop ma vie. J'ai été éduc petite enfance dans un centre social avec des 6 mois, 6 ans. Wow. Donc je m'occupais de bébés, tout ça. C'était très bien. J'ai une formation aussi un peu par rapport à ça, mais c'était pour moi, c'est un temps aussi qui... Je me souviens encore de cette sensation quand tu arrives au boulot, tu es obligé de baisser la pression parce que les bébés, ils sont, enfin les petits, ils sont pas dans la même énergie spatio-temporelle. Donc tu es obligé de descendre. Sinon, ça excite tout le monde et t'es dans un autre espace-temps. Ça, j'aime bien. C'est un peu ce qu'on fait aussi au théâtre. On essaie de mettre dans un autre espace-temps. C'est ce que tu fais ici. Tu essaies de mettre dans un autre espace-temps pour pouvoir ouvrir des choses, libérer la parole. C'est intéressant. Et j'ai aussi vendu... j'ai travaillé dans la vente. J'ai vendu du chocolat. Voilà. C'est-à-dire je travaillais dans une chocolaterie. Tu sais, au départ, tu trouves un boulot, quoi, voilà. Et puis, moi, j'aimais bien. C'est sympa, C'était ça. cool. Ouais, tu travailles le chocolat et tout. C'est cool. Le chocolat, c'est quoi les gens quels sont les types de personnes qui achètent du chocolat dans une chocolaterie? Tout le monde achète du chocolat.
Il y avait j'avais un patron qui disait que c'était un commerce non nécessaire. On pouvait très bien s'en passer. Donc il fallait faire quelque chose pour, euh, comment susciter le désir du chocolat, le désir d'acheter, l'envie. Et c'est ce que tu fais, quoi. Dans une boutique de chocolat, c'est ce que tu fais. Donc, ouais. Puis tu peux en manger autant que tu veux. Tu n'en manges pas autant que tu aimerais, mais tu peux, ouais. Non, c'est intéressant le chocolat. C'est un univers, ouais. Tu vis t'es déjà rentré dans une boutique de chocolat, tu vois un peu le délire. Donc quand tu vis, 6 heures par jour là-dedans, c'est... Ma plus grande découverte dans les chocolateries, c'est que souvent ils font des pains au chocolat. Mais alors un pain au chocolat avec du chocolat de chocolatier, du bon chocolat, ouais. C'est next level. Ouais. Et c'est quoi le meilleur chocolat? Au départ tu commences par le chocolat au lait, après tu explores les ganaches, tout ça, la crème, après les pralinés, différents pralinés, nana, et puis tu finis par le noir, quoi, en fait. Et plus ça va, et plus tu te dis, mais en fait, le bon chocolat, c'est le chocolat noir, quoi. C'est le chocolat où il y a rien d'autre que le beurre de cacao, et voilà. Et la graine, et c'est peu sucré. Voilà. Et t'en manges pas beaucoup, et ça tient longtemps dans la... T'as le goût du cacao, quoi. Et dans cette chocolaterie, vous avez organisé des visites ou des voyages ou des trucs comme ça? Des visites? Je sais pas, on vous a montré comment on faisait le chocolat ou Ouais, j'ai appris à faire les moules et tout ça, là. À faire les œufs au chocolat, comment tu moules, la température, etc. Tu connais Zotter? Non. Les chocolats de Zotter? C'est autrichien et c'est à côté de Graz. Tu peux visiter la chocolaterie de Zotter. Ok. Hallucinante. Elle a été construite pour être visitée. Ah, ok. Et c'est une visite mais incroyable. Tu te balades avec une petite cuillère, tu peux tirer le chocolat un peu partout et c'est un voyage il t'explique ce que c'est le chocolat, où est-ce que tu en achètes. C'est au milieu de nulle part. Tu vois le chocolat au milieu et ils te racontent tous les différentes sortes, comment ils sont arrivés. Enfin, ils ont fait une aventure incroyable. Et c'est ces bars qui coûtent 3,50 €, je crois, à peu près. Ok. Que tu peux trouver en magasin bio. Ok, ils ont un produit et en fait, c'est décliné en plein de goûts différents. Ok. Mais alors, la chocolaterie, moi, je trouve qu'il faut aller la voir parce qu'elle est quand même ouf. Carrément. Donc, tu fais toutes ces activités. Visiblement, c'est quand même des activités complémentaires où tu trouves ton intérêt dedans, quand même. Ouais. Puis j'ai beaucoup démissionné. Moi, si tu veux, quand ça me plaît pas, je m'en vais. Je me pose pas trop de questions, quoi. Je résiste un temps et puis voilà. Là, après. Ça a été puis ça va, je suis encore là. Hein. Et je gagne ma vie et voilà. Et j'ai fait des choses dans ma vie, quoi. Et j'ai pas l'impression d'avoir galéré. Il y a eu des moments avec moins d'argent, avec plus d'argent, mais voilà, on vit, quoi. Ça a été un sujet avec tes parents, par exemple, où ils s'inquiétaient ou pas du tout? Non. Ils savaient que Damien il se débrouillait toujours. Non, je sais pas, ça fait ce que tu veux, mon chéri. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Ah, c'est cool aussi, tu me dis. Je sais pas, je pense que... Moi, je regrette franchement de ne pas avoir eu les... Mais c'est peut-être culturel, mais j'ai l'impression de ne pas avoir les bagages culturels, sociologiques pour pouvoir faire des études, pour pouvoir m'inscrire dans une démarche intellectuelle. J'y arrive pas, quoi. C'est trop pour moi. Enfin, je fais beaucoup de choses intellectuelles. Hein. C'est ce que j'allais dire. Mais tu vois, j'admire, en fait. Je vois des gens qui font des masters, là. Un master, un deuxième master. Là, j'ai une copine elle a 50 ans aussi, là. Elle a eu 50 ans. Et là, elle est en train de refaire un master. Et moi, je me dis, mais j'ai pas la foi, le courage, j'ai pas la niaque pour ça, j'ai pas les capacités intellectuelles, je regrette un peu, et je pense que c'est une culture. Je pense que c'est une culture qui vient de tes parents, qui vient de ton milieu social, qui fait que tu lis, qui fait que tu t'intéresses aux choses, que tu apprends aussi à être travailleur, à être tu vois, conséquent dans ton travail, à te forcer.
et que ça te paraît logique d'arriver à faire Sciences Po, à faire un HEC et tout ça, ouais, que ça fait partie en fait de ton parcours, que ça fait partie des choses ouvertes. Donc moi, je suis dyslexique, ça va pas du tout, l'école, ça va pas du tout. À l'école, j'ai eu 0 en orthographe toute ma scolarité. Toute ma scolarité, j'ai eu 0. Mais j'ai commencé à 200 fautes par dictée jusqu'à 5-6. Tu as toujours 0. Donc tu soignes cette dyslexie, tu apprends. Tu fais comédien aussi parce que tu es dyslexique. Parce qu'il y a ce truc que tu apprends. Enfin, c'est pas que tu apprends, c'est que tu l'utilises, tu joues avec ça. J'ai aussi un cousin qui est dyslexique et qui en a fait son boulot. Il est artiste, il travaille là-dessus, il travaille sur les lettres, sur les sons, Passionnant. Et c'est ça, c'est son art, et c'est vachement bien, et c'est hyper sensible, et c'est parfait. Il s'appelle Julien Collieu. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et donc je regrette un peu ça, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que là où j'étais, dans le milieu où j'étais l'intello, j'étais celui qui lisait, j'étais celui qui allait à Paris, qui allait au théâtre, voilà, j'étais quelqu'un dans mon milieu, dans mon enfance, qui avait accès à plein de choses. J'avais des châteaux, je voyageais, je sais pas, j'étais des châteaux avec ma mère. Déjà, je savais pas que tu étais dyslexique, et ce qui est rigolo, parce que, le Berlin qu'on va organiser avec, oui. Pardon, Samantha Merliva. De toute façon, on va faire un épisode ensemble, donc elle pourra corriger ma prononciation. Ouais. Mais qui, elle, a lancé une application pour les enfants, l'apprentissage des enfants dyslexiques. Vous en avez parlé ensemble ou pas ? Non, on n'en a pas parlé, on ne s'est pas rencontrés encore. Il me tarde de voir aussi. On va organiser ça. Suivez-nous parce que ça va être génial. Mais si tu veux, maintenant, je vois aussi. Maintenant que je suis adulte et que je suis pédagogue et que j'ai des groupes, etc., je vois les difficultés. Enfin, je travaille beaucoup avec l'empathie, c'est pas que je me mets à la place de l'autre, mais j'essaye de comprendre les émotions et les difficultés qu'on pourrait ressentir. Et je vois ça, je vois les difficultés, je les vois, les gamins, je vois les difficultés d'un acteur ou d'un acteur amateur. Qu'est-ce qui pêche ? Parce que tu es aussi passé par là, et parce que tout ceci n'est pas... Enfin, il y a des choses qui sont pas logiques, qui sont pas acquises, qui sont pas innées. Et ça c'est intéressant. Pourquoi je parlais de ça ? Pourquoi j'étais parti sur le truc de... On était sur les... si c'était tes parents, s'ils avaient encouragé Oui. Mais tu sais que d'ailleurs, je suis en train de lire, hyper passionnant, l'autobiographie de Michelle Obama, qui s'appelle Becoming. Oui. Tu l'as lu ? Je l'ai pas lu, mais j'ai vu le bouquin passer régulièrement autour de moi. Ouais. Moi aussi, je me disais, enfin super quoi. Et en fait, une collègue de travail que j'aime beaucoup, que j'admire, qui a la soixantaine, m'a dit, je l'ai lu et je l'ai dévoré. Et tu vois, je la connais et... Elle serait pas tombée dans le truc panneau nul. Enfin, je pense pas. Et du coup, j'ai commencé à le lire. C'est passionnant. Ouais. Déjà parce qu'elle écrit, elle a une très belle plume, donc ce qui est quand même très agréable. Et en fait, c'est touchant parce qu'elle est très, très honnête. En fait, si tu veux, tu comprends dans la lecture de son livre qu'elle s'est engagée aussi sur, en tant que femme noire, je veux donner la conscience et la prise de conscience, encourager les jeunes femmes qui me lisent, que ça a été mon parcours. Et si moi je l'ai fait, je ne suis pas meilleure que les autres en fait, vous pouvez le faire aussi. Donc il y a beaucoup d'humilité déjà dans son écriture. Et en fait, elle vient d'une classe sociale plutôt modeste, où ses parents se sont vraiment battus pour qu'elle puisse faire ses études et tout. Et en fait, elle raconte qu'elle a été dans ses études, toujours juste focus sur je dois devenir avocat, puis je fais Harvard, puis j'ai ma grosse bagnole, mon truc, mon machin. Et en fait, c'est le moment où elle rencontre Barack, qui lui arrive avec un assez différent mindset, tu vois. Et en fait, elle a une grosse crise de remise en question de sa vie. Et tout ça, c'était pour revenir sur peu importe à quel point on peut te pousser ou pas dans faire des masters ou quoi, au bout d'un moment, en fait, elle s'est rendue compte que son truc, c'était elle voulait pas être avocate. Elle voulait être avec des jeunes, elle voulait être avec les gens, elle voulait encourager, enfin, ce genre de choses. Donc, ouais, je comprends. Mais je pense que c'est plus facile de faire ce que tu veux quand tu as fait Sciences Po que quand tu as fait un CAP de chaudronnerie, tu vois. C'est très bien, mais
Je vois ce que tu veux dire. T'as quand même plus de bagages, quoi. Ça va plus vite, c'est plus facile. Ouais. Et ouais. Après, je sais pas si tout le monde peut faire sans SPO, c'est bien aussi de. Mais voilà, par exemple, dans le chocolat, je me suis baladé. J'ai pas fait de CAP pour être chocolatier, tu vois. Ouais. Mais j'apprenais les trucs, ça me semblait très logique et concret. Et voilà. Mais il y a des gens, en fait, c'est leur vie. C'est leur vie. Voilà, ils vont pas aller. Ils vont pas. Allez, enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est que ouais, la vie fait que en fait ils sont arrivés là-dedans, dans un métier, dans une branche, dans une façon d'observer la vie, les choses, et ça va pas plus loin. Et c'est difficile, quoi. Et ils ont beaucoup de mal ouais, à regarder un film d'auteur, s'intéresser au cinéma d'art et d'essai japonais. Non, voilà, parce qu'en fait ils sont dans la. Je trouve qu'en plus, ce qui est fort, c'est on te donne la conviction et l'idée que toi aussi, tu peux le faire. En fait, je trouve que c'est ça qui est... Tu vois, une fois que tu commences à faire des trucs quelque part, une fois que tu as passé la période de... tu te fais plein d'émotions parce que t'es pas assez bien, t'es pas assez truc, pas assez bidule, je trouve que c'est un muscle, en fait, au bout d'un moment. Et en fait, tu te poses plus jamais la question après de est-ce que je peux le faire ou pas le faire. T'essaies de le faire, puis après, tu vois si ça marche ou pas. Ouais, absolument. Faut faire les choses. Ouais, tu peux tout faire. Ouais. Bon, tu peux pas devenir pilote de chasse à 49 ans, mais tu peux faire quand même beaucoup de choses. Ouais. Mais puis je suis d'accord que ça, c'est sans doute le genre de choses qu'on défend plus dans des grandes écoles, parce que les gens sont peut-être plus sensibles à ça aussi. Moi j'ai fait Sciences Po à Aix, pour le coup, et quand même, c'est hallucinant le nombre de fois où on te répète que t'es l'élite de la nation, tu vois. Mais pas que ce soit vrai ou pas vrai. C'est juste quand t'as des gens qui te disent ça toute la journée, t'arrives avec une confiance en toi qui est quand même assez hallucinante. C'est dingue, quoi. Alors que t'as rien fait de ta vie. Hein. Enfin, et t'es pas plus malin que quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr, j'imagine que du coup, quand tu parlais d'école... T'es pas plus matin, mais t'apprends quand même à rédiger, t'apprends à t'exprimer, t'es dans un milieu social qui est quand même privilégié, où tu as accès à des choses que d'autres n'ont pas accès. Ouais. C'est bien, c'est super. Ouais, mais c'est pour ça je trouve que c'est des... Quand on parle d'activités extrascolaires, d'hobbies, de sport, de théâtre, tu te retrouves dans ces zones justement où il y a des gens qui vont t'apporter aussi certaines formes de confiance en toi. Bon, quoique l'écriture, parce que, bon, je fais un coucou à Anna Cazor, Catherine, qui fait des cours, des ateliers d'écriture. Ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais moi, j'aime pas écrire. » Oui, mais quand il va, en fait, c'est comme de l'impro. Enfin, tu me diras, ouais, j'en ai fait un peu, ouais. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec les dyslexies. C'est un entraînement. Oui, c'est un entraînement. Et c'est bien parce que c'est formalisé un atelier d'écriture. T'as une méthode, t'as un échauffement, t'as plein de choses. Et c'est super. Il faut faire ça, bien sûr. Et c'est pas une question intellectuelle. C'est pas une question de... Ouais, faut y aller, ouais. Et c'est pour ça, tu vois, tout le truc de Internet, pas Internet, juste pour revenir là-dessus, c'est quand même autre chose que quand tu te retrouves face à des gens en chair et en os qui te partagent leur expérience et qui te guident. Enfin, c'est ouf, tu te retrouves assis, t'es tout petit, genre bonjour, au milieu d'une salle de 5-10 personnes, et puis comme tu dis, à la fin, tu ressors, c'est le fuego, quoi. Ouais, moi, pourquoi je sais pas si je raconte ça, si allez. Je suis suffisamment vieux pour avoir vécu et expérimenté un échange épistolaire avec des lettres, où tu te donnes rendez-vous avec des lettres, et tu vas au rendez-vous, et que tu reçois une lettre par la poste où il y a un rendez-vous, et tu y vas. Et tu as rendez-vous avec quelqu'un. Donc, t'imagines aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable, je ne sais pas si on serait capable de faire ça actuellement, c'est-à-dire que tu attends le rendez-vous, tu y vas, on te propose un rendez-vous, je ne sais pas quoi, au café machin à 15h. Tu sais que je vais le faire. C'est le genre de truc que j'ai dans mes projets Berlin de toi, je veux absolument faire ça. Tu rencontres quelqu'un, et c'est quelqu'un que tu connaissais pas. Tu l'as pas vu, okay. Mais de toute façon, tu peux pas t'appeler. Tu peux t'appeler par téléphone, il y a le téléphone filaire, mais tu peux pas. T'es obligé d'aller au rendez-vous. Et aussi le temps. C'est aussi ça l'intelligence artificielle, c'est que le temps est en train
de se rétrécir de manière complètement exponentielle. Ça va de plus en plus vite, on fabrique les choses de plus en plus vite, la technique, elle va de plus en plus vite, tout va de plus en plus vite. Et ce temps-là, il y avait de la lenteur, quoi. Il faut quand même être disponible dans ta vie pour te dire, je vais recevoir une lettre avec un rendez-vous, il faut que je me rende disponible pour ce rendez-vous. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses dans ta vie. Moi, tu reçois une lettre, tu me dis lundi 15h, et je te dis non, ça va pas, non, attends, j'ai un truc, machin. Ah, je vais faire un point d'avance. Ouais. Oui, voilà. Non, mais tu es obligé d'organiser ta vie autour de... Et il y a une lenteur qui j'espère qu'on va la retrouver un jour, quoi. Mais je trouve que Berlin, se prêtent vachement bien à ça. Ouais. Tu peux avoir ce surplus d'activité si tu veux, mais tu peux aussi ne pas l'avoir. J'en parlais, j'étais à Bochum ce week-end. Bochum. Oui, Bochum. Oui. Et en fait, il y avait des usines de voitures. Exactement. Je sais pas quoi, c'est quoi, Volkswagen, c'est ça? Oui, il y a un mixte, en effet, parce que c'est la Ruhr, c'est là où c'est. Et en fait, il y a notamment des universités qui font des formations complémentaires. Et puis les Allemands, ils adorent les formations complémentaires, donc j'ai la chance d'en faire une. Dans une très belle université, d'ailleurs. Et en fait, sur le chemin du retour, il y avait plein de gens habillés en cosplay. Et j'avais une de mes collègues qui me disait, mais en France, il y en a aussi autant des cosplays. Et je leur disais, mais je pense que pas autant qu'en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de parcs dans les villes allemandes. Et du coup, c'est aussi des lieux de rencontre. Tu vois, les villes françaises qui sont toutes serrées avec un parc quelque part. Regarde, Berlin, t'en as 100 quelque chose, je crois. Y en a plein. Et du coup, t'as aussi... Je trouve que c'est... Moi, les premières 2 années où j'étais à Berlin, ça me frustrait parce que c'était, je sais pas, lent et puis nul. Et puis les gens, puis ils te disent quelque chose et puis ils viennent pas. Et en fait, je trouve qu'ils ont ce truc de la lenteur. C'est mon goût. Enfin, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est mon plus lent, ressenti. C'est plus lent que dans d'autres villes, ouais. Mais c'est encore trop rapide. Oui, mais tu peux choisir. Oui, tu peux choisir, c'est vrai. Je trouve qu'il y a vraiment ce choix. Moi, le nombre de personnes... Enfin, tu vois, là, j'ai une trentaine d'échanges, on va dire, sur le podcast. Et quand même, les gens, ils ont tous des styles de vie hyper différents qu'ils ont choisi d'adapter parce qu'ils ont pris un boulot de 20 heures, parce qu'ils sont freelance, parce qu'ils ont une semaine de 45 heures et ils font autre chose. Mais t'as tous les possibles, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que par rapport à Paris, t'es quand même un peu moins stressé, un peu moins dans ton quotidien et un peu plus ouvert à d'autres choses. Ouais. Mais je vais encore parler de ma pote Caro qui est sur la côte ouest. Ouais. Et en fait, elle s'est lancée à son compte. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué quand j'avais été chez elle, c'est en effet ce rapport au temps qui était complètement différent du mien parce qu'elle avait l'océan, elle avait ses boulots, ses missions qu'elle devait remplir, et puis après, elle m'a dit, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à ça, et je me disais, c'est ouf, parce que moi, je prends pas ce temps pour réfléchir dans mon quotidien actuel, quoi. Ouais. Mais bon, je trouve que tu te sens quand même, surtout en Allemagne où il y a du manque de personnel, tu sens que les entreprises, par exemple, elles sont en train de se rendre compte que la semaine de 40-45 heures, ça va pas être pertinent sur le long terme, parce que les gens, ils veulent plus travailler autant ou être autant derrière un bureau. Ouais, il y a un besoin de contact, il y a un besoin de vérité, c'est clair. Ouais. Et le théâtre fait ça. Parfait. Comment t'en arrives à Berlin, alors ? Comment je suis arrivé à Berlin ? Comment t'en arrives à ne plus avoir envie de Paris et de vous dire on part ? C'était trop stressant. Non, mais... C'était ça, ouais, il y avait ça. Il y a eu un déclic. C'est que, en fait, je m'étais dit parce que ce que j'aimais à Paris, c'était l'anonymat. Oui. Ouais, je comprends. Que tu peux te foutre les doigts dans le nez dans le métro et que, voilà, en fait, tu t'en fous, quoi. Il y a pas de... Ouais. Et en fait, je me mettais à rencontrer des gens que je connaissais dans Paris. Et c'était trop. En fait, c'était trop. Et un jour, j'étais... Donc, tu es dans le métro, tu vois, et tu vois quelqu'un que tu connais en face, quoi, qui est en face, tu vois, sur le quai en face, quoi. Et tu fais, en fait, non, je suis plus anonyme, quoi, je suis dans un village, en fait. Tu fais coucou, tu vois, mais en fait, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et donc, change, casse-toi, tu connais, bon, voilà, c'était ça. Et c'était un peu stressant, c'était un peu, voilà. Et puis Barcelone, Berlin, c'est quand même
Un peu deux extrêmes que tu puisses choisir. Non, mais tu cherches une ville, tu vois, tu cherches une ville, une grande ville où il y a de la culture, où tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir faire des choses, où il y a du possible. Et Berlin était pas trop touché par la crise économique. Barcelone était en plein dedans, c'était chaud à Barcelone. Il y avait beaucoup de chômage. Berlin, il y avait beaucoup de possibles. Anthony, il avait déjà vécu à Berlin pour son Erasmus. Il était très habitué, voilà, il connaissait un peu du monde. Et effectivement, quand on est arrivé là, il y avait quelque chose d'un peu logique, quoi. Sur la ville, et tout était possible. T'avais l'impression de possible. Alors que Paris, c'est plus possible. Paris, c'est une ville qui est tellement, enfin tu connais, mais c'est tellement clos, c'est tellement, tout est déjà. J'ai tout fait, quoi. Ouais, tu sais, maintenant on construit des chambres au-dessus des hôtels. On construit une chambre pour avoir une vue sur la Tour Eiffel au-dessus des toits. Tu vois, en fait, on sait plus où faire. Il y a plus de place pour, tu vois. Et c'est un peu ça aussi dans les têtes des gens. Tout est déjà là, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Et enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais j'ai l'impression que c'est aussi compliqué de sortir de ce périph'. Alors que, regarde Berlin, c'est énorme. Et on sort, voilà, on est loin du centre-ville d'ici, et tout va bien. Et bon, bref, on ne pouvait plus de Paris, quoi. Et l'allemand, ça n'a pas été un sujet pour toi, du coup? J'avais appris l'allemand à l'école, au collège, lycée. J'ai réappris l'allemand ici, voilà. Bon, c'est dur, c'est une langue qui est très compliquée, quoi, qu'on n'arrivera pas à parler. Enfin, ça va, je me sens pas perdu, mais c'est une langue qui est compliquée, hein. C'est une langue, en plus pour un français, tu vois, avec les systèmes d'écoute, fenêtres. Parce que les Français, ils ont un petit champ de sons, tu sais, quand tu étudies, en fait, les sons que les différentes nationalités peuvent entendre, tu t'aperçois que les Français, en fait, entendent très peu de sons. Contrairement aux Russes, par exemple, qui entendent énormément de sons. C'est rigolo. Et donc, ils ont beaucoup plus de facilité, les Russes, à apprendre les langues, parce qu'en fait, il y a plein de sons qu'ils connaissent déjà. Les Français, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus serré dans leurs habitudes. Voilà, donc c'est dur. Mais ça... De toute façon, il y a communiquer, il y a parler une langue, l'apprendre, la lire, être expert de cette langue, pas faire de fautes d'orthographe, savoir s'exprimer correctement. Et puis, il y a communiquer. Voilà, je communique. Voilà, je me sens pas perdu. Et alors, les premiers temps où tu arrives? Donc, les premiers temps, il y avait cette idée de bar. Voilà, j'étais focalisé là-dessus. Donc... voilà, j'ai un peu grillé mes économies en 2 ans, 3 ans là-dessus. Mais bon, on a fait le truc, quoi. J'ai fait le truc, quoi. J'ai travaillé là-dedans, quoi. J'avais ma boîte, quoi. Ouais. C'est cool d'avoir un endroit, non? Sur la rue, que les gens voient. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, c'est vachement bien. Non, ouais, t'as des histoires un peu ouf qui te sont arrivées? Ouais. Mais plein, mais après, ouais, je sais pas. C'était un café où il y avait à manger, donc moi je cuisinais dans ce café, on organisait des événements, il y avait du cinéma, il y avait du théâtre, il y avait des concerts, il y avait plein de trucs. En fait, c'était un lieu très culturel. Beaucoup de rencontres avec donc des Français, des Américains, donc deux communautés qui se côtoient pas, qui se côtoient mais qui se mélangent pas forcément à Berlin. Ouais, super intéressant, quoi. Ouais, des Beaujolais nouveaux, des choses. Puis un café francophone, donc aussi tu rassembles. Tu rassembles des Français, des choses. Voilà, on était à côté des gens qui faisaient Berlin Poche. Alors, je sais pas si tu connais Berlin Poche. Oh, c'est trop mignon. Tu connais pas Berlin Poche. Donc Berlin Poche, c'était un magazine. C'était un magazine, un petit magazine, petit format, avec tous les événements culturels intéressants. Ça existe encore? Notamment francophones. Non, ça n'existe plus. Ce magazine n'existe plus.
Et voilà, il y avait toute une équipe, il y avait, je sais pas, peut-être 30, 40 personnes qui travaillaient pour Berlin Poche, qui écrivaient des articles. C'était du journalisme sans le sou, mais c'était du vrai journalisme. C'est vraiment hommage à Léa et à Benoît. Il y a vraiment quelque chose autour de... C'était une époque, quoi. Ouais, quelque chose. Et la qualité, ouais. Tout le monde avait son Berlin Poche parce que dedans, il y avait les events du mois. Ouais. C'est trop marrant, c'est trop cool. Ouais, et puis au moins, ils sont centralisés à un endroit, quoi. Ouais, et bon, ils venaient dans le bar pour faire les conférences de presse et tout. J'adore. C'était intéressant. Et tu disais que c'était à ce moment-là aussi où tu te retrouves dans une compagnie. Donc là, à ce moment-là, à Berlin, il y avait... Donc évidemment, je vois passer une petite annonce. Ah, écoute, je sais pas, les réseaux. Donc il n'y a pas... tu sais, il y a MSN et Caramel, hein, c'est ça le truc. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de smartphone. Je sais pas si il n'y a pas de smartphone en 2009. Hein. T'as pas... ça arrive un peu après, quoi. Mais... Et donc, tu as des sites où sont recensés, tu as des newsletters où sont recensés des trucs à faire et tout à Berlin. Et tu as quand même des mails, hein, faut pas exagérer. Et là, je vois passer une petite annonce qui cherche un acteur francophone pour faire une pièce de théâtre sur Giacometti. Je postule. Giacometti, qui est Giacometti, c'est un sculpteur. C'est un sculpteur. Ouais, Comment tu fais une pièce de théâtre sur lui? C'est une pièce de théâtre sur la vie de Giacometti. Ok. Et donc je postule et puis voilà, c'était une association qui s'appelle La Ménagerie qui fait où il y avait un nom gars, génial. Simon, qui fait une mise en scène sur Giacometti. Voilà, donc on rencontre des gens, on fait du théâtre, on a joué pour un festival de théâtre francophone, le FTF, première édition. Cette association, en fait, je suis rentré dedans après, tu vois, tu vas à une réunion, voilà. Et je deviens président de l'association, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans après. Voilà. Donc c'était une petite association et puis on a fait monter en sauce l'association pour faire du théâtre à Berlin, du théâtre francophone à Berlin. Donc pour faire des festivals, donc on faisait un festival, il y avait un festival par an, festival adulte et puis festival jeunesse. Et puis on avait un pôle pédagogie où on faisait du théâtre avec les enfants pour l'apprentissage des langues, un pôle qu'on appelle atelier où on a rassemblé tous les gens qui faisaient des ateliers théâtre pour essayer d'avoir une proposition concrète, ouverte, possible, accessible, pas chère, négocier les prix, aller trouver des salles de répétition, etc. Et puis des projets théâtre avec, tu vois, un lieu d'accueil. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore tout ça, beaucoup moindre. Les choses, elles se sont un peu apaisées. Et il y a toujours des projets, ils font toujours des projets, il y a toujours des ateliers d'impro, il y a toujours beaucoup de choses. Et il y a encore des ateliers théâtre à Berlin et des compagnies d'impro et des troupes d'impro, il y en a de partout. Mais tout vient de là, mais bon, ça a donné pas mal d'énergie. Pas mal, non? Ouais. T'es toujours actif dedans? Non, dans la ménagerie, non. Même si, la semaine dernière, j'ai donné un atelier clown pour la ménagerie. Mais voilà. Parce que la Libère, c'est aussi c'est relié à la ménagerie? Non. Non, c'est Cour et Jardin. Cour et Jardin. Moi, je suis le boss de Cour et Jardin. Mais oui, mais la ménagerie, c'est aussi Cour et Jardin. La ménagerie, c'est pas Cour et Jardin. Non. Tu vois, c'est quand je te disais qu'il y avait plein de trucs dans tous les sens. La ménagerie, c'est une association de théâtre francophone. Cour et Jardin, c'est la boîte qu'on a créée depuis la ménagerie avec Marjorie Nadal, ma collègue. Donc ça, c'était en 2014, pour répondre à des besoins. Et on avait besoin, nous, d'une structure juridique qui n'était pas une association et parce qu'on sortait des statuts. Enfin, tu sais, dans une association, tu as des statuts et tu as des SFEC, des objectifs, voilà, des choses que tu fais ou tu fais pas. Tu dis, voilà, cette association, elle est faite pour ça. Voilà. Et donc, on sortait de ces objectifs. Donc, on a aussi créé cette boîte pour ça. Donc, on a créé Cour et Jardin. C'est une gay ou gay. Donc, c'est
Gemeinnützig Unternehmensgesellschaft, Gemeinnützig, c'est d'intérêt public, et Unternehmensgesellschaft, c'est une société qui peut pas faire de profit. Donc c'est une société qui réinvestit tout ce qu'elle gagne, soit dans son propre développement, soit dans des salaires. Donc c'est une association, en gros, ça marche un peu dans la même idée, mais c'est une entreprise c'est beaucoup moins lourd qu'une association. Bizarrement, une association, c'est très lourd, hein. Tu as plein de choses à faire, voilà, c'est quand même compliqué, quoi. Les décisions, elles se font en démocratie. Euh, Une entreprise, ce n'est pas une démocratie. Une entreprise, c'est une dictature. C'est une dictature éclairée, mais une entreprise, c'est un endroit où tu peux prendre des décisions très, très rapides, puisque tu as un comité directeur qui prend une décision, quoi. Voilà. On arrête ça et on fait ça. Voilà. Alors, c'est pas comme ça que ça se fait, hein. Tu discutes avec les gens avec qui tu travailles, mais c'est beaucoup plus rapide, je trouve, dans l'exécution. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Oui, donc tu as la ménagerie et tu as cours et jardin. Voilà, cours et jardin, on a plusieurs choses. On s'occupe d'un périscolaire dans une école privée, l'école Voltaire à Berlin. On s'occupe de Théalingua, qui est donc l'enseignement, l'apprentissage des langues à travers le théâtre. Et on s'occupe de la Libère, voilà, qui est un peu quand même autonome dans son fonctionnement, mais dont on est là administrativement pour les soutenir. Et puis, on fait pas mal de projets, pas mal de formations, pas mal de projets européens. Alors, la Libère, je salue Stéphane et Anna. Oui, moi qui ai été... Piette, oui, je l'ai fait la semaine dernière. Alors, moi qui ai été voir une soirée, c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant. C'est incroyable. C'est hallucinant. Ah ouais, ils ont une... moi j'ai adoré, c'est déjà l'énergie des gens qui sont dedans, ce qui est fou. Ouais. Et ensuite, comme c'est structuré, je trouve exceptionnellement bien monté. Ouais, c'est un match. En fait, c'est un match d'impro à la québécoise avec les règles de l'impro québécoise. Et là-dedans, a insufflé Marjorie, qui est le franco-allemand. Donc on fait ça en franco-allemand. Ouais. Et tu te dis, ouais, mais je vais rien comprendre, je parle pas français, ouais, je parle pas allemand. Ben en fait, si, il se passe des choses, et il se passe des choses intéressantes, vraiment intéressantes. Il y a vraiment quelque chose autour de la créativité et de la spontanéité qui est là, quoi. Et c'est méga chouette, c'est méga cool. Ah oui, moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Il y a un match d'impro ce soir. Il y a un match d'impro ce soir à la coude, allez-y, et il y en a un, donc il y en a un tous les mois. Voilà, c'est ça. C'est tous les premiers dimanches du mois? C'est tous les 3e dimanches du mois. Et il y a des cours, donc il y a les bleus, les golds et les diamants, et chacun, les bleus, donc c'est pour débuter, pour commencer. Gold, voilà, c'est quand tu commences à avoir un petit peu de bouteille que tu vas jouer, et les diamants, ils sont un peu focalisés sur des formats un peu plus spéciaux, des formats longs. On a fait un festival de théâtre d'impro en 2021 où ils ont joué en improvisation Guerre et paix de Tolstoï. C'était 1h30. Mmh. Donc je te jure, ils ont commencé, ils connaissaient le bouquin. Il y avait des ambiances, je crois qu'ils avaient préparé 1 ou 2 ambiances. Ils savaient qu'il y avait un bal au milieu. Et ils ont joué Guerre et paix en improvisation. Oh la vache! Non, mais c'était trop fort. Trop fort. C'était trop bien. Fort. C'est excellent. Et t'arrives vraiment à une qualité, à quelque chose d'hyper intéressant. Et t'es dans le vrai, t'es dans le réel, t'es dans le... Ouais. Je pense qu'il est monté, ce Guerre et paix, et qu'il est trouvable sur Internet. Je vais te redonner les... Je crois que c'est fini, que c'est monté. Il faudrait que je te demande à Denis. Ouais. Et du coup, c'est toi aussi qui fonde Théalingua. Oui, je fonde Théalingua avec, si tu veux, c'est un label, une marque. C'est ça. Théalingua. Donc, on a commencé à faire des ateliers de théâtre pour que les petits Allemands apprennent le français. Ah, c'était ça C'était ça le but, voilà, c'était ça vraiment. Donc on expérimente, on essaye, donc voilà. Moi avec le théâtre, la mise en scène, on fait des spectacles. Marjorie qui a fait
un master de FLE, donc a tout son bagage d'enseignante de FLE, pareil, un peu rebelle, voilà, sur un truc, plus le théâtre d'improvisation, on mélange tout ça, tu vois, tu essayes des trucs, t'expérimentes, voilà, et puis tu t'aperçois que tu n'es pas le seul, en fait, il y a beaucoup de monde sur la planète entière qui fait ça, qui fait de l'apprentissage des langues à travers le théâtre. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites, beaucoup d'études, des mémoires, de masters. C'est vraiment très, très... C'est riche, ouais. Alors, parce que le FLE, c'est français langue étrangère, et c'est ce que je voulais dire pour le mémoire. Ouais. C'est... Du coup, attends, tu crées cette marque Théalingua. On crée ça, ouais. Parce que le concept existe, mais personne ne l'a formalisé, c'est ça ? Si, les gens l'ont formalisé à droite à gauche, il y a des méthodes, si. Mais nous, on avait envie à un moment de se dire, on fait ça, quoi. C'est notre... Vous avez un super site internet. Merci. Très beau. Et il est très beau, très classe. Il y a un nombre de mémoires et de thèses mentionnées sur votre c'est site juste... hallucinant. Non, mais c'est juste... Il n'y a pas tout, hein, c'est juste... non, mais c'est juste, tu vois, des choses intéressantes qui sont effectivement sur le site et qui sont intéressantes à lire. Moi, je lis des doctorats. Je ne sais pas si tu fais ça, non ? Des fois, il y en a plein qui sont disponibles, des thèses. Moi, j'adore faire ça. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Tu ne dis pas tout, tu vois, dans le texte. Ce n'est pas non plus un bouquin. Tu regardes ce qui t'intéresse. Tu t'intéresses à la question, etc. Pourquoi je parlais de ça ? Donc Théalingua. Donc, Damien, la personne qui vous disait il y a 30 minutes que pas trop intellectuel. Donc, Théalingua, si tu veux, tu te dis, voilà, j'ai un groupe d'enfants. Avec eux, je vais faire un groupe d'enfants ou d'adultes, hein, d'ailleurs. Un groupe. Avec eux, on va faire un projet de création théâtrale. Et on va faire du théâtre. Le prétexte, c'est faire du théâtre. Mais derrière, on apprend une langue. Sauf qu'on dit jamais qu'on apprend une langue. Faut pas faire peur aux gens, quoi. L'anecdote que je raconte toujours, c'est j'avais un groupe de 8e classe, donc c'est les 4e, enfin ce qui correspond au 4e en France, donc 8e en Allemagne, c'est les... ils ont 3 à 14 ans, tu vois, c'est les pires. C'est vraiment le corps, c'est super, hein, j'adore ces gamins, mais tu vois qu'ils sont en pleine... Il y a les hormones de partout, t'as des grands, des petits... tu vois, c'est très compliqué. C'est des gamins qui ont du mal à se discipliner corporellement, qui ont du mal à se concentrer, tout ça. J'ai ces 8e et je fais avec eux 1h30 de théâtre en français. Je ne parle que français. Et avec la prof de théâtre. Et après, ils vont voir leur prof de français en disant « Madame, on n'a pas fait du français, on a fait du théâtre. » Ah bon, t'avais pas fait du français ? Il a parlé en allemand, Damien ? Ah ben non, il a parlé en français. Mais en fait, ils se rendaient même pas compte qu'ils avaient fait 1h30 de français, qu'ils avaient eu une impulse de 1h30 où ils ont parlé français, où ils ont répété des phrases en français, où ils ont construit des phrases en français, où ils ont écrit en français. Et en fait, pour eux, ils faisaient du théâtre. Et c'est ça, c'est exactement ça, c'est un prétexte, tu vois, un bénéfice secondaire. Et voilà. Donc, on fait de l'apprentissage des langues. Au début, on a commencé par le français. Après, on a fait de l'allemand. Apprendre l'allemand par le théâtre. Et puis on a dit, en fait, à un moment, il faut formaliser. Donc, il faut coucher, il faut écrire une méthode, une méthodologie, quoi. On est en train de... Qu'est-ce qu'on fait qui est différent des autres ? Et écrivons-le. Écrivons les exercices qu'on pratique, écrivons nos savoir-faire, nos savoir-être, écrivons une méthodologie, et puis formons des gens à ça. Inventons un métier, donc on a inventé un métier qui s'appelle théalinguiste, et on propose ce métier aux gens. Donc c'est un métier entre le théâtre, le FLE, l'animation de groupe, l'énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Qui a écrit tout ça ? Marjorie et moi. Voilà, on a écrit tout ça. Ok. C'est une certification, du coup ? Non, c'est un stage ? on fait une formation d'une semaine, ouais, pour apprendre à faire ça. Généralement, les gens arrivent avec leur expertise et ils ont besoin d'expérimenter et de mettre au clair
tout ça. Et nous, pour nous, c'est assez clair. Donc, ça vient, on partage de l'expertise. Donc, c'est soit un comédien, soit un prof, un comédien qui parle 12 langues et qui se dit, oh là là, il y a quelque chose à faire avec ça, ou un prof qui adore faire le théâtre et qui dit, oh là là, il y a quelque chose à faire avec ça, j'ai compris, mais il me manque un peu une méthodologie, quoi. Et ça passe comme une lettre à la poste. Ils viennent du coup à Berlin, une semaine avec vous. Donc on fait une formation à Berlin, on en fait une au mois de juillet, là. On en fait à peu près une par an à Berlin et une par an, là on en fait à Lyon. Parce que Marjorie a déménagé à Lyon et elle est maintenant à Saint-Étienne et à côté de Lyon. Et donc elle propose des choses, elle propose des choses là-bas dans la région Rhône-Alpes. Ouais. C'était vraiment cool. Et vous avez une équipe du coup maintenant qui s'occupe de ça. Vous avez un bureau. Je crois qu'il y a 32 linguistes aujourd'hui. Il y a français, allemand, arabe, anglais, italien, espagnol, berbère, tchèque, italien, j'ai dit, ouais. Enfin, faut que ça se diffuse, quoi. Et du coup, c'est pour les adultes et les enfants, c'est ça ? C'est une méthode que tu appliques comme tu veux. Méthode, ouais. Okay. En fait, tu as une personnalité, tu animes des ateliers, tu te sers de ça et tu fais à ta sauce à partir de cette base. C'est-à-dire que tu peux pas calquer, il n'y a pas de modèle. Ça dépend des gens que tu as en face de toi, ça dépend de l'âge, ça dépend de tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire avec ce groupe. Et donc... voilà, tu te sers de ça, ça te fait une grosse base. C'est comme les recettes de cuisine, tu vois, tu as une belle recette de cuisine, tu la regardes. La première fois, tu l'as fait comme il faut, comme c'est marqué, 20 grammes de beurre, et puis après, tu mets du lait de coco, et puis tu changes, puis voilà. Et donc, tu as toujours la même base. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se retrouver et faire des projets ensemble, alors qu'on ne se connaît pas, mais on a la même base de travail. Donc, les choses, elles sont assez logiques, quoi. Donc, ça veut dire que tu as déjà fait des projets en dehors de Berlin, par exemple, avec des gens... Oui, on voyage beaucoup, ouais. Comme quoi ? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait. Je vais à Paris, là. On est allé... qu'est-ce que c'est le grand truc ? Je crois que c'était Ljubljana, où je suis allé faire une formation de prof à Ljubljana. Ouais, en Autriche, ouais. Je sais pas, je voyage beaucoup en Allemagne, ouais. Donc tu les fais en allemand aussi ? Ou c'est que des publics francophones ? Alors moi, en fait, l'idée, c'est de faire dans sa langue maternelle. Tu enseignes ta langue maternelle. Je suis parfaitement alignée. Parce que, alors, tu peux faire une formation en allemand, hein, mais c'est pas pareil. Et nous, on passe par un système d'écriture aussi. On se dit expert, donc les gens qui écrivent dans la langue étrangère, et nous, on dit qu'on est expert de cette langue, donc on reprend l'écriture et on l'enrichit pour refaire un texte qui est enrichi de façon dramatique et enrichi aussi de façon linguistique. On ajoute du vocabulaire, on ajoute des expressions, on ajoute des références culturelles, on ajoute beaucoup de choses pour faire un texte qui soit théâtralement intéressant, mais à partir d'une base que les enfants, enfin pour la plupart les enfants ont écrit. Et c'est étonnant ce qu'ils écrivent. Là, dernièrement, donc là, on travaille sur les clichés. Alors là, c'était, je te donne un exemple, c'était des 9e au lycée Leibniz, là, à Berlin. Donc, il y a un groupe qui a fait un truc sur la politique. Et, donc, c'était des gens qui regardaient Macron à la télé, qui disaient il faut travailler plus longtemps, c'est important, etc. Et donc, ils ont fait une manifestation devant l'Élysée. Et ils ont fini par kidnapper Macron. Et si tu veux, toi, qu'est-ce que tu fais ? Donc, tu vois ce truc-là, tu enrichis. Tu enrichis chanson des Gilets jaunes, tu enrichis qu'est-ce que ça veut dire le discours politique, qu'est-ce que aussi quand les gros mots, les réactions face à la télé, etc. Qu'est-ce que peut dire un garde du corps, le garde du corps de Macron qui change de camp, etc. Enfin, ce genre de choses qui apportent un peu de la valeur aux choses. Et les gamins, mais ils sont hyper fiers. Ils sont hyper fiers. Ils sont hyper contents de faire ça, quoi.
Vous intervenez dans les entreprises aussi? Très peu. C'est une envie ou c'est pas... Ouais, c'est une envie. On n'a pas encore, les codes, mais on est prêt à le faire. Ça nous arrive là. Là, il y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai fait un petit mini stage d'impro de 3 heures avec un groupe qui s'appelle Génération Europa. Donc, c'est des gens qui travaillent en Allemagne et en France, dans le franco-allemand, et qui cherchent ensemble des solutions. Et c'est il y a des gens assez bien placés, si tu veux, dans leur métier, des métiers culturels, des métiers dans la politique, des métiers dans l'entreprise, voilà, et qui se rassemblent pour réfléchir sur l'Europe. Donc on a fait de l'impro ensemble. Voilà, c'était organisé par l'OFAGE. Très intéressant. Ouais. Donc ça, c'est presque du coaching d'entreprise. Mais Ouais. je fais ça avec joie et plaisir. Parce qu'en plus, plus les entreprises vont devenir multiculturelles, plus il va y avoir des sujets d'expression, de qu'est-ce qu'on dit pas. Absolument. Absolument. Et le fait aussi de travailler dans sa langue, le fait de parler sa langue maternelle. Et tu sais, quand tu parles une langue étrangère, tu es handicapé. Tu es littéralement handicapé parce que tu essayes d'exprimer des trucs, tu sors un discours qui est à peu près ce que tu voulais dire, et en face, on reçoit une communication et on interprète encore. Donc en fait, la communication se perd, alors que si tu parles dans ta langue maternelle, tu arrives à préciser ta pensée un peu plus clairement, ce qu'on fait ici. Donc c'est intéressant aussi de se dire, par exemple, dans la création multilingue, ok, tout le monde parle sa langue maternelle. Et on fait semblant de se comprendre. On fait semblant de se comprendre. C'est trop bien. Oui, j'ai compris. Tu n'as pas tout à fait compris, mais oui, tu as compris. Mais l'autre, il a exprimé quelque chose d'entier, avec des émotions. Il n'a pas galéré pendant une demi-heure pour dire son truc en anglais avec ses 4 mots de vocabulaire. Il a trouvé quelque chose. Donc, il y a ce truc de... C'est le travail plurilingue, quoi. Comment tu... Et tu arrives à te comprendre. Tu discutes, tu reprécises, tu poses des questions, et tu arrives à te comprendre comme ça. Tu passes d'une langue à l'autre, voilà. Non, mais ça va être tellement cool. On va faire plein d'autres trucs. Parce que si tu veux, c'était un peu l'idée aussi derrière ce podcast à la base. C'est que je veux pas faire... Je sais qu'il faut que je change mon intro, parce que de gens, je parle de francophone. Non, mais parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'était plus simple de commencer en français. Ouais. Mais mon but, c'est de le faire en allemand, anglais, français, sachant que les deux autres langues, vu que c'est pas ma langue maternelle, c'est plutôt avoir le côté français qui pose des questions, tu vois, avec mon histoire française, on va dire. Ouais. Quand je m'exprime avec un allemand. Tu peux comparer, Exactement. Peux rebondir. Mais l'allemand ou l'anglaise qui est en face de moi s'exprime dans sa langue maternelle, comme ça, lui peut exprimer le plus possible sa pensée. Après, Absolument. moi, Fais ça. Grappille ce que je peux. Et c'est pour ça c'est un... Donc, je le fais déjà, j'ai commencé quelques épisodes, et puis là, il y en a d'autres qui arrivent. Mais si tu veux, au bout d'un moment, et c'est l'idée aussi des Berlinks, c'est que je veux que les gens écoutent le podcast et puis qu'ils viennent rencontrer après. Parce que, je trouve que c'est frustrant, t'écoutes quelqu'un pendant 3 heures et tu sais que tu vas jamais le rencontrer. Et après, du coup, il y a des questions de... Mais en effet, dans quelle langue ces rencontres ? Comment est-ce que les gens viennent quand même s'ils se disent ça va être français, anglais, allemand, j'en parle 1 sur les 3 ce genre de choses. Mais j'adore l'idée de chacun s'exprime dans sa langue maternelle et puis après on fait comme si on avait compris. C'est fort aussi, je trouve que c'est chouette. Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant de travailler sur les langues comme ça, de travailler, non pas sur la langue, mais de travailler à essayer d'enlever les frontières, d'enlever les peurs que tu as avec l'autre. Puis je trouve ça beau aussi de dire, plutôt de substituer une 3e langue qui est par exemple l'anglais, tu vois, de dire on prend juste l'anglais parce que c'est plus simple et tout le monde comprend. Je trouve ça chouette aussi de dire non, on va garder les nôtres, même si elles sont différentes, et puis on essaie de trouver des trucs au milieu. On trouve des trucs au milieu, ouais. On fait de la médiation. C'est trop stylé. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on fait ça, ouais. T'as des gens en France qui te demandent d'intervenir en tant que personne en Allemagne ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'ils te demandent... Est-ce qu'il y a des... Je veux dire, vu que tu es en Allemagne, à Berlin, c'est aussi une certaine sensibilité. Et est-ce qu'on t'a un peu identifié comme une personne à Berlin qui connaît, parce que on sent quand même une maîtrise assez exceptionnelle de ces différentes thématiques-là.
le plurilingue, l'enseignement par le théâtre, la langue dans le théâtre, enfin ça se... Ouais, non, on me demande pas forcément d'intervenir en tant que français en Allemagne. Je sais pas, peut-être que si un jour je retourne en France, je vais être l'allemand. Ouais. Et je vais être l'allemand. Ouais, je sais pas. Là, je me sens pas spécialiste de la langue allemande, mais je pense que, enfin, ouais, au royaume des aveugles, les borgnes sont les rois, quoi. C'est ça. C'est-à-dire là, ici, moi, non, mais peut-être que dans un endroit où on parle pas du tout allemand, tu vois, tu te dis, bah, ok, ouais, en fait, Parce que tu vois, je la maîtrise. Ouais. c'est comme les groupes qui ont des filiales dans un pays, mais en fait, ils viennent d'une culture différente et tu sens qu'il y a un... Enfin, étant donné qu'ils recrutent souvent des natifs sur place, mais il y a quand même un moment où ça bloque au niveau des discussions parce qu'ils se comprennent pas, quoi. Mais ça en entreprise, mais en entreprise, mais dans tous les groupes de travail, en fait, c'est l'essentiel, quoi. Revenons au corps, revenons à la rencontre, revenons au fait de se parler, à la communication, d'aller chercher, d'ouvrir, en fait, d'autres canaux qui sont pas les canaux habituels, codés du travail habituel, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est mon boulot. Enfin, voilà, une cocotte, hein, il y a du travail. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Je ne demande que ça. Et les adultes et les enfants, du coup, c'est deux grands groupes. Enfin, on peut ajouter les adolescents, non. Tu fais avec les personnes plus âgées aussi? Non, mais on en a parlé une fois avec une fille qui faisait des ateliers avec moi, qui travaillait, qui était kiné. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire vraiment avec les personnes âgées sur trouver des trucs pour remettre le corps dans la dans la communication et dans la perception des choses. Le corps des personnes âgées déjà il est sale, il est fragile, il est vieillissant, on n'ose pas, même si les soignants touchent, je dis pas ça, mais on l'oublie, on essaye de l'effacer un peu, de l'oublier. Donc là aussi il y a vraiment du travail. Ouais. Évidemment, on cite Charlotte Abramov, la photographe qui elle fait des sublimations aussi des corps des personnes âgées comme très très bouleversantes. Et en fait, si tu veux, dans le domaine du podcast, t'as une idée de podcast qui tourne, mais depuis longtemps, mais je crois que personne ne l'a prise encore, qui est d'aller dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD et en fait rencontrer des gens qui n'ont plus rien à perdre et leur demander qu'est-ce qu'ils voudraient dire maintenant que de toute façon, tu vois, les derniers mots en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, ça aussi. La mémoire, ouais. Guido, avec qui j'ai fondé Isentit là à Paris, il est par ailleurs psychanalyste, psychologue et il travaille dans une maison de retraite. Okay. Et il est psy dans une maison de retraite. Et donc, il s'occupe des vieux qui vont mourir. Et c'est super intéressant. Et là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il avait commencé une thématique sur la sexualité, tu vois. Ah oui, et là, tu dis, ah, mais oui, on ouvre les champs. Ah oui, on fait des choses, quoi. On fait des choses qui... Voilà, on ouvre des fenêtres et on laisse les gens s'exprimer. Mais il faut faire ça. Non, mais vas-y. Ah, non, mais oui. Et en plus, j'étais tombée sur un truc récemment, c'est au Japon. C'est quelque chose. Vas-y. C'est un mec qui visitait une maison de démence avec des personnes âgées. Et en fait, après un séjour de 2-3 mois, ils se rendaient compte que c'était juste des gens normaux, mais c'est juste parfois ils ont des moments de démence. Et en fait, il a décidé d'ouvrir un café où tu y vas et en fait, tu sais jamais trop ce que tu vas recevoir parce que c'est eux qui font le service, les préparations et tout. Et en fait, c'est cette idée de comment tu permets à tout le monde de participer à la société quand même et de pas avoir t'as un truc de négation entre les personnes âgées et tout qui est dur une fois que tu es mis en maison de retraite. Enfin, tu vois, j'avais été en Amérique latine et eux, ils vivent des familles ensemble. Et c'est plus que tu as vraiment en Europe aujourd'hui, quoi. Et je trouve que en plus, c'est quand même pas très fun, quoi, les maisons de retraite. Enfin, les scandales en France qu'on entend dessus, c'est... Mais c'est chouette. Enfin, c'est chouette comme projet, comme idée de projet. Ouais. Tu vois, il y a encore des choses à faire. Ça va aller, hein. Mais en fait, ce que je voulais te demander, c'était les différences entre... Du coup, dans les groupes de personnes que tu gères, c'est quoi les grandes différences que tu as ou qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que tu as remarqué?
dans le fait de travailler avec des très jeunes ou avec des adultes Est-ce que les adultes, en fait, ils sont moins à l'aise que les plus jeunes? Est-ce que... Vous avez 4 heures? Non, c'est dur comme question. Non, enfin, il y a toujours ce travail de... Alors, je vais citer mes sources, mais il y a un cadre à poser dans lequel on est en sécurité, dans lequel les gens qui vont travailler ensemble, qui vont s'exprimer, qui vont dire, ils sont à l'aise. Alors, il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir de la timidité, il peut y avoir de la gêne, mais le cadre d'expérimentation est à poser. Et ça fait partie de notre travail. Donc, comment tu fais? Ça fait partie d'un travail, si tu veux, quand tu mènes un groupe, comment tu fais? Qu'est-ce que tu poses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais faire pour que le cadre de sécurité dans lequel on va s'exprimer soit là et soit solide et tienne en cas de crise, et tienne en cas de que quelqu'un arrive, quelqu'un part, etc. Voilà, ça c'est le même travail. Je pense que c'est le même travail avec des enfants qu'avec des adultes ou qu'avec des vieux, et que c'est un travail qui est extrêmement important, et tu peux pas t'en passer. Tu peux pas dire non mais là ça va. Je reprends le groupe que j'avais. Damien, est-ce que je vais dire ça? Oui. Je reprends le groupe que j'avais mercredi là. Un groupe d'adultes qui sont arrivés, tu avais l'impression qu'ils se connaissaient très bien, qu'il y avait beaucoup de confiance entre eux, ça rigolait, ça plaisantait, etc. Et tu te dis, bon, je vais m'en passer, quoi. Et en fait, non, tu t'en passes pas. Non, tu t'en passes pas, parce que tu vas amener les gens vers une autre dimension. Tu vas les amener à corporellement s'engager, à oser des trucs qui sont pas ce qu'ils font d'habitude, à s'exprimer sur des choses, à partager des émotions. Et d'ailleurs, à la fin, dans le bilan, il y en a un qui m'a dit, c'était très dur de faire on a fait un exercice avec des émotions, hein, avec des chaises, hein. C'était très dur de faire cet exercice. C'était très dur de proposer une émotion, de faire sortir une émotion de soi. Et pourtant, ce groupe, il était full émotion. Il n'y avait que de ça. Il n'y avait que des émotions. Il y avait du rire, il y avait de la tristesse, de la fatigue, il y avait beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, peut-être que le cadre, ce que tu as posé, il aurait peut-être fallu un peu plus solidifier. Parce que là, il y avait encore quelque chose qui n'était pas... il n'était pas assez à l'aise pour pouvoir travailler sur ses émotions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la réponse, est-ce qu'il y a des différences? Non, il n'y a pas de différence. C'est pas le même... Chaque groupe, c'est un travail différent. Chaque groupe, c'est un travail différent. Et c'est ça aussi qui est intéressant, et où tu t'ennuies pas, c'est jamais la même chose. Tu prépares ta feuille, tu prépares ta conduite, tu dis on va faire ça, et tu arrives, première seconde, ok, on va pas faire ce que j'ai prévu, mais plutôt plutôt ça, donc tu suis quand même un chemin, hein, tu fais pas des trucs au hasard, mais... J'ai fait un atelier une fois, et le prof, il disait, moi je prépare pas mes ateliers, j'ai suffisamment de bouteilles, j'ai donné des ateliers toute ma vie, je les prépare plus. J'arrive, je fais le vide en moi, je me concentre, je regarde les autres et je fais l'atelier. Et il faut des coronesses, hein, Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est ça, la démarche, c'est ça. C'est écouter ce qui se passe, les besoins, et ils s'expriment. Et après, tu proposes quelque chose qui correspond à ce que tu as là, aujourd'hui, maintenant, dans le vivant maintenant. Et tu peux pas dérouler un truc... tout prêt, tout fixe et rigide. Voilà. Tu travailles avec de l'humain, quoi. Mais tu fais pas la même chose. Si ça te dit, je t'enverrai un livre que j'ai adoré qui s'appelle How We Gather, ou Gathering, ou un truc comme ça. En gros, c'est comment est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais rencontre dans le sens de gestion de groupe. Ah, ok. Et
Qui c'est Je qui suis a écrit désolée ça? si j'ai déjà... Je me souviens plus de son nom. Ok. Mais je te le trouverai. Je te le trouverai, Ouais, je te ok, l'envoie. mais bien sûr. Je m'excuse si je l'ai déjà mentionné ici, parce que ce livre, il a été exceptionnel. En fait, c'est assez rigolo, parce que c'est écrit par une femme américaine qui a des origines indiennes. Ok. Et en fait, ses parents ont divorcé très jeunes, et elle se retrouvait un week-end style bouddhiste, végétarien, Bollywood, machin. Et le week-end d'après, c'était ranch américain, voilà. Et en fait, elle raconte que C'est sa intéressant. vie était prédestinée à faire se rencontrer les impossibles, tu vois, les extrêmes et les contradictoires, et les mettre ensemble. Et en fait, elle écrit ce livre à la sortie de la pandémie, où elle explique que le secret d'une rencontre réussie, c'est pas juste un bon lieu, un bon thème et des super personnes, Mm. et hop, tu balances ça tout ensemble en espérant que ça Mm. marche. Et en fait, elle te prend un nombre de cas incroyable. Et c'est pour ça que c'est très agréable aussi à lire, parce que c'est pas ce truc américain de 8 fois la même chose en 600 pages. Mais là, c'est vraiment des analyses. Elle parle de Marina Abramovic, Mm. que tu connais peut-être, Mm. qui est une performeuse qui raconte son anniversaire où les gens arrivaient, ils avaient une feuille d'or sur la bouche parce qu'au début, il fallait pas parler. Enfin, que des trucs hallucinants. Ok. Et en fait, elle te prend plein d'exemples différents et elle te parle très bien de se poser le cadre. Et elle explique de façon très technique et claire qu'en fait, quand tu crées un événement, tu ouvres un monde parallèle où les gens acceptent de venir et auquel tu peux Mm. mettre toutes les critères que tu veux. Et je trouve que c'est l'une des Mm. forces de Berlin aussi, c'est qu'il y a ce truc unwritten, tu vois, genre de règle inofficielle de t'as pas le droit de faire de photos, tu sais que ce qui se passe dedans va être exceptionnel et tu peux pas te le représenter et t'es très ouvert à tout ce qui peut Mm. arriver. Mm. C'est ça. Et, Ouais. et du coup, je trouve ça cool, très chouette aussi, parce qu'on a eu des formations dans mon entreprise où des gens sont venus, ils ont balancé leur truc. J'étais en mode, vous auriez pu vous renseigner un peu sur l'entreprise, un peu sur les difficultés que nous, on a en tant qu'équipe. Enfin, Ouais. juste, je trouve ça dommage, quoi. Ouais, c'est dommage. Ouais. Donc, tu vois, si ça se trouve, en fait, tu pourrais faire du coaching pour Ah, les mais gens je qui peux. vont en entreprise. Mais oui. Parce que eux, Ah ils sont à la oui. Ah ramasse de ouf. Hein. c'est clair, j'en ai vu faire. C'était pas terrible. Ouais. Ouais, absolument. Mm. Ouais. Parce qu'en plus, dans ton... Pardon, Paul. Ouais, vas-y. Sur ton LinkedIn, tu as un LinkedIn très complet, très détaillé. Ok. Oh, putain, je suis pas allé là-dessus depuis. Oui, vas-y. Non, mais il est Ouais, ça chouette, il va. est bien présenté. Et en fait, dedans, tu parles notamment du fait que tu formes aussi les gens à la préparation aux entretiens. Tu as Oui. des gens qui expliquaient que tu les avais aidés justement à gérer plusieurs langues dans des entretiens ou pour les boulots ou ce genre Ouais. de choses. Ouais. Ouais, j'aime bien faire ça aussi, ce travail de one-to-one, ouais, pour préparer un casting ou pour préparer oui, un entretien où en fait tu vas chercher ce qui pêche en fait, ouais. Tu cherches. Donc c'est de la pâte à modeler quoi. Tu prends la personne, tu la retournes dans tous les sens, tu lui fais faire voilà, tu essaies de trouver en fait ce qui a ouais, de la malaxer jusqu'à temps que tu trouves l'écharde dedans quoi, et tu l'enlèves et voilà, et on va pouvoir proposer quelque chose parce qu'il y a ça qui allait pas quoi, dans la façon de se présenter, dans la façon d'être, dans la façon de se poser, et il y a rien de il y a rien de théorisé, il y a pas de ouais, C'est eux faut qui te respirer. contactent. Enfin, ça se passe comment? Ouais, Ou c'est ouais, tu vois des gens et tu vas où là, t'as l'air je cherche rondelaire. pas. Non, je cherche pas à faire ça. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, je cherche pas particulièrement à vivre de ça. Mais Ouais, ouais, t'as l'air bien occupé quand même. ouais, mais j'aime bien cette relation particulière. Et ça marche pas, mais en tout cas, ça apporte quelque chose. Ouais. Qui n'est pas de la thérapie, qui n'est pas du coaching ou qui n'est pas de l'apprentissage enfin si c'est du coaching mais c'est pas de l'apprentissage d'un art par exemple, c'est pas des cours de théâtre, c'est autre chose quoi, c'est juste ouais, trouver sa faille, se mettre à l'aise et trouver là où ça pêche pour pouvoir s'en libérer et puis avancer ouais, et défoncer la baraque ouais. Plus de 10 ans de Berlin. Quand Ouais. vous êtes venu, donc il y avait quand même cette idée de renouveau, de revenir à de l'anonymat.
Ouais. Est-ce qu'il y avait une idée de revenir peut-être Ah, un mais jour, carrément. Ouais. Ah oui, c'est Ouais. prévu? Non, j'en peux plus du temps, j'en peux plus de la bouffe. C'est ce que je voulais te demander pour la nourriture, vu que tu parlais Ah, de c'est cuisine. terrible. Ouais, ouais. Donc, ouais. On va repartir là. Bon, après, maintenant, c'est un projet familial parce que, en fait, il s'est fait des choses à Berlin. En fait, donc, avec mon mari, enfin, on s'est mariés en 2012, je crois. Putain, il va me tuer. Euh, et après, on a décidé de devenir famille d'accueil. Oh, Donc, on ok. a accueilli chez nous un gamin. Voilà. Il avait 21 Allemand, mois, français? un Allemand. Donc, il y a, en Allemagne, tu sais, il y a ce qui s'appelle Pflegefamilie. Donc, c'est les familles d'accueil, mais tu as des comptes. Ça se passe pas du tout comme en France, tu as des contrats à long terme. Donc, c'est une sorte d'adoption, en gros. C'est un peu. Voilà. Donc, tu accueilles un gamin chez toi pour jusqu'à. Voilà, c'est un contrat jusqu'à ce qu'il soit grand. Et donc on a ça. Donc, on a un gamin chez nous. C'est on est papa. Et Incroyable. donc, il a maintenant 9 ans. Et il avait 21 mois. Non, il a bientôt 10 ans. Et il avait 21 mois quand il est arrivé. Et c'est tout un... Maintenant, si tu veux, il y a une vie familiale, Ouais, quoi. ouais. Donc, repartir en France, ça va faire un projet familial. Donc, il faut penser à l'école, il faut penser... Voilà, c'est plus les choses, elles se font pas... voilà, se font pas, tu prends un train, tu fais ta valise, voilà. Et en plus, t'achètes plein de trucs, t'imagines bien, en 10 ans ici, enfin, je sais pas comment tu fais, mais toi, mais bon, c'est pas croyable, quoi. Oui, tu as fait. Donc les choses vont se faire, mais je pense que les choses vont se faire, mais avec pensée, avec Vous vous laissez un peu de moins, temps quand même, du coup. oui, et puis peut-être moins spontané. Ah, et là, c'est Ouais, il faut quand même c'est s'inscrire à l'école. plus que vous, quoi. Voilà, donc il y a vraiment un projet familial là-dessus. Mm. Ah, alors, Mais faut qu'on ouais, me contacte vite, ceux qui sont je là. vais. Non, mais après, Oui, tu reviens j'avoue quand que je suis même. resté un petit peu coincé pendant la petite enfance de Mike, là, jusqu'à 6 7 ans. C'était un peu dur hein, de bouger, tout ça. Maintenant, ça y est, il est grand, ça va mieux. Ouais, moi, j'aime bien bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien aller voir ailleurs. Donc, je me sens pas forcément attaché à. Enfin, je vais pouvoir On te bouger. recroisera Ouais, ici, partout. de toute Ouais. façon. Oui, Ouais. mais c'est possible, ouais, c'est fort probable, ouais. Partout, ouais. Et alors, ça oui, parce que ça, tu l'as dit, c'est le temps, la nourriture qui te donne envie de partir. Ouais. Il y a des choses pour lesquelles tu aurais pu rester si le temps, si la nourriture avait été bonne. Tu penses que tu serais resté ou tu avais vraiment envie de cette ailleurs ou quelles sont les raisons pour lesquelles tu reviendrais dans le sens, tu vois? Non, j'ai l'impression de cycle de vie, peut-être, tu vois, d'un Mhm. peu plus d'une dizaine d'années, où les choses bougent. Ça bouge, c'est bien, on va aller voir ailleurs. C'est, ouais. je n'ai- Vers l'Espagne, du coup? On sait Non, pas, c'est ouvert. je pense qu'on va aller en Allemagne. C'est vrai? Ah, mais vous restez en Allemagne? Ouais, je pense qu'on va rester en Allemagne, je sais pas. Ouais, peut-être à la frontière, tu vois. Non, mais t'as des parents qui sont, ouais, qui commencent à être âgés, tout ça. Il y a aussi, bon, il y a des trucs qui font que t'es quand même loin de la famille. Tu viendras me raconter. Hein? Donc, tu reviendras dans quelques années me Ouais, raconter. bah bien sûr, ouais. Ouais, C'est bien vrai que sûr. c'est pas un sujet que je connaissais, je tiens à dire, mais Ouais, passionnant. ouais. Après, oui, c'est le cycle de la vie. Faut pas avoir peur. Ça fait peur, hein. Enfin, il y a de l'émotion là-dedans, mais c'est comme ça, quoi. T'avances, quoi, et tu reconstruis, tu refais, tu reparles à des gens, tu te relances dans des projets. Ouais, ouais. C'est chouette. Et c'est bien, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. T'as des endroits préférés à Berlin? Est-ce que j'ai des endroits préférés à Berlin? Alors, je le fais rarement, mais j'aime bien aller au bord des lacs. Je le fais rarement, mais j'aime bien. J'aime bien me balader en vélo à Berlin. Vraiment, je trouve ça vraiment chouette. C'est plat en plus, c'est pas trop fatigant, tout ça. Ouais, j'aime bien être dans les théâtres. J'aime bien être dans les théâtres. Mm. Je vais aux Galeries Lafayette en bas, là, chercher des gâteaux et tout, des trucs. Ils ont pas fermé du coup, hein? Ah bon, ils ont fermé? Je crois pas. Mais Non, non. parce que
depuis plusieurs temps, on n'arrête pas d'entendre, ça a fermé, mais Oh non, je crois pas. je crois pas. Hein. Généralement, je me fais un petit combo, tu vois, petits produits français et librairie à côté. Je fais le petit combo. Ouais, j'aime bien me balader, j'aime bien. Il y a la Galerie Lafayette à Miteux, et sinon il y a le KDV si vous cherchez le nôtre, tout en haut, Ah ouais. si jamais. Ah ouais, j'y vais pas là-bas, c'est pas dans mes habitudes, mais faudrait. Ouais, faudrait que j'aille voir. Ouais, faudrait que j'aille voir, ouais, carrément. Ouais. Ouais, Berlin. Ouais, je sais pas, être surpris. Découvrir ça change, ça va tellement vite, quoi. Putain. Pour, Les lieux, ils ferment les uns après les autres, quoi. C'est vraiment. Ouais, les bars et tout. Il y en a d'autres qui ouvrent. Ouais, c'est vrai. c'est vivant, c'est C'est vivant. vivant, ouais. Pour quelle raison on peut te contacter alors? Alors, on peut me contacter pour faire du théâtre, voilà. Donc j'ai expliqué plein de fois tout ce que je sais. On peut me contacter pour prendre un verre. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse d'aller discuter avec les gens. Voilà, ça marche pas, on se revoit pas, mais c'est quelque chose d'intéressant. Donc en théâtre, on peut parler théâtre, on peut parler d'un projet. Moi, là, aujourd'hui, je fais plus de projets artistiques, me lancer dans une pièce de théâtre, tout ça, parce que ça me prend trop de temps. Je sais que c'est quelque chose qui est un peu entier et qui prend beaucoup de temps. Et j'ai quand même une boîte à gérer. Et en fait, c'est dur de se trouver des journées. Euh, des journées pour faire ça en fait c'est assez compliqué ouais mais ça m'intéresse toujours d'aller voir enfin on est allé à Marseille le mois de novembre voilà il y a des copains je suis allé voir une répète de théâtre quoi. Voilà je suis allé voir ils répétaient ils jouaient la fin juin là, et voilà, voilà je trouve ça mais passionnant quoi de voir comment les choses s'organisent c'est ouais, c'est toujours ça, de voir naître les créations là, sur la scène. Ouais. Donc, et puis s'il y a des gens du coup dans le cadre de l'entreprise, vous avez bien entendu, on peut te contacter aussi pour développer des choses. Ouais, voilà. Pour avoir un projet, pour se dire, ouais, moi j'ai envie de faire ça dans ma boîte, je sais pas comment faire. Donc si on peut le faire, on le fait. Si on peut pas le faire, je pense que j'ai suffisamment de ressources pour aller trouver les gens pour aider à faire ça. Ouais, je commence à connaître pas mal de monde, puis les vieux, tu sais, enfin ceux qui sont là depuis longtemps là, voilà, avec qui au départ, tu vois, on a développé des choses. Mais ouais, avec joie, ouais. Là, dans ma boîte, personne ne se parle. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, allez, causons-en. Et puis, ouais, on fait quelque chose. Ouais. Puis ça va là, au bout de presque 2 heures, les gens... Ça fait 2 heures qu'on est là? Non, c'est pas vrai. Oh, putain. Les gens, ils se rendent compte aussi de la... C'est ça que je trouve très impressionnant, l'ensemble des expériences, la diversité, la complexité de tout ce que tu peux proposer. Et je trouve que c'est une chance aussi assez exceptionnelle de pouvoir faire appel à toi dans ce genre de cas. Je fais un appel... Ouais, non, carrément. mais je trouve ça... Enfin, je fais appel aux gens qui sont dirigeants d'entreprise ou dans les ressources humaines qui commandent des trucs de building, tu vois, d'entreprise et c'est copier-coller alors que tu peux avoir... Ouais, où ils vont aller faire du radeau sur la prise. Exactement. Ouais. Mais pourquoi pas? Mais ça aide, hein. Ouais. Mais non, mais je veux dire, il y a des... Je trouve qu'on peut s'engager dans un peu plus de complexité qui est pas forcément... qui peut paraître plus complexe, mais qui, a priori, à mon avis, est plus simple, plus précise et qui a des meilleures répercussions sur du long terme, tu vois. Ouais, donc, ça c'est sûr. C'est sûr que le travail, le travail entre les personnes, le tissage en fait qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place entre les gens, qui n'est pas le travail de l'entreprise, qui n'est pas le travail de projet habituel. Ouais. Ce serait bien de le faire. Ouais. Puis vraiment, en plus, du temps. Ouais. Et puis ce que tu fais, ça touche beaucoup la culture d'entreprise aussi. Comment on s'exprime en entreprise, de quoi on parle. Je peux venir chez nous. Et puis, non, puis quand tu ce que je disais au début, c'est-à-dire que quand tu fais une pièce de théâtre, quand tu fais un projet théâtral, tu rentres
tu rentres dans un monde que tu vas quitter à la fin du projet, mais tu rentres dans un texte, avec des acteurs, avec des conditions, avec des handicaps. Au théâtre, il y a des handicaps. Tu as la scène, elle fait 8 mètres sur 4. C'est un handicap. Si tu veux mettre un char d'assaut sur la scène, tu peux pas parce qu'il y a un plancher et que le char d'assaut, il va... tu vois. Donc, tu as des limites. Et donc, dans ces limites, avec les gens qu'il y a, tu passes un bon bout de temps à analyser tout ça, le texte, etc. Et là-dedans, tu vas exprimer des choses, tu vas trouver de la liberté. Et c'est ça, et c'est pareil quand tu vas coacher, quand tu vas faire un travail dans une entreprise, dans une boîte avec un groupe de gens, tu as exactement ces mêmes handicaps. C'est pas handicap, t'as compris. Limitation. Oui, c'est voilà, tu as ces contraintes que tu es obligé de faire avec, et tu vas les transformer, tu vas faire avec pour pouvoir trouver de la liberté dedans. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. J'adore. On peut te suivre où ? Si on veut rester en contact, est-ce que tu as un endroit où tu mets tes actualités ? Non. Bon, déjà, il y a LinkedIn. Ouais, j'ai un compte LinkedIn où j'y vais pas souvent. D'ailleurs, il y a des gens qui m'écrivent sur LinkedIn, je leur réponds pas parce que je vais pas sur LinkedIn. Donc, il y a pas un mail sur mon compte LinkedIn ? C'est bien. Par mail, c'est pas mal. Je trouve ça intéressant. Oui, voilà, on peut m'appeler. Sur le site internet, il y a pas mal de choses. Sur les réseaux sociaux, souvent je me mets pas forcément. C'est pas moi que je mets en avant forcément. J'essaye parce que on me dit, Damien, il faut faire ça. Oh là là, t'as pas pris de photos dans ton dernier atelier. Voilà, j'essaye. Ça, je reconnais Anne-Christelle dans cette dans cette dernière phrase. Ouais, mais ouais, voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est sur Terlingua, où il y a pas mal de choses sur le Facebook et le LinkedIn de Terlingua. Je pense qu'on va retrouver à peu près ce que je fais. Les liens. Ouais, je peux t'envoyer aussi. Ouais. Ah, c'est bien. Alors vraiment, j'aurais plein d'autres sujets à aborder. Je crois qu'on a fait un petit tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ? Un sujet ou n'importe ? Je sais pas, déjà, je te remercie beaucoup. Et j'avoue que j'étais un peu... Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va raconter pendant 2 heures, quoi. Et en fait, ça passe vite. J'en reviens pas. En fait, j'en reviens pas. J'en reviens pas que... J'essaie toujours d'avoir c'est ma chance. Et merci Anne-Christelle et Emma Granier qui nous ont mis en contact. Mais la force, c'est de trouver des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Oui. Parce qu'ils ont plein de choses à raconter. C'est ce qui est génial. Après, c'est du plaisir, quoi. Ouais. Mais merci aussi pour ta facilité, ta maïeutique. Ça se passe très bien, quoi. Ouais, on est très à l'aise. Merci à toi. Ça va bien, merci beaucoup. Ok, donc rien à ajouter. Ouais, on verra. Voilà. On verra pour dans le deuxième podcast. C'est ça. Donc, comme vous avez entendu, vous pouvez venir contacter. Alors, vous pouvez venir au Berlink qui aura lieu en juillet. Le 5 juillet. Donc, je ne sais plus le nom. Voilà, mais on n'a pas encore le nom, je crois. Mais si, il y a un lieu. Si, il y a un lieu là. À l'endroit ? L'endroit, oui. Ça, on peut le dire. Ça va être au Love Light. Voilà, Love Light. Love Light ou Love Night. Alors, ça commence bien. Love Light. Ouais. Il me semble, à Friedrichshain. Et ça, c'est un lieu. Ça va être génial. Ça va être cool. Je connais pas du tout. Super. On va vous faire découvrir. Donc, vous pouvez venir rencontrer Damien à ce moment-là. Ou alors te contacter en direct. Ouais. Mais ça va être cool. Merci pour tous les partages. Mais je t'en prie. Merci à toi. Merci beaucoup. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast
et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de Toi et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.